Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Acropolis pour une nouvelle émission. Une émission un peu spéciale puisque, enfin nouvelle émission, non, c'est la deuxième fois qu'on fait cette émission, mais une nouvelle édition de notre maintenant presque traditionnelle, pourra-t-on bientôt dire, émission Dialogue Citoyen, une émission en partenariat avec Public Sénat. Nous sommes le 28 mars 2019, il est 17h59 précisément. Et d'ici quelques minutes, Public Sénat va prendre l'antenne. Et donc un petit rappel de comment ça fonctionne. Public Sénat organise un débat entre des citoyens et des sénateurs. Et attendez, je vais dire à Perceval de regarder ses mails, s'il te plaît. Regarde tes mails, s'il te plaît, Perceval. Donc oui, Public Sénat organise un débat avec des citoyens et des sénateurs. Débat qui est diffusé sur Public Sénat, donc. Et nous commentons ce débat, on en discute, on prend vos avis, etc. Et toutes les demi-heures, nous avons sur place un membre de l'équipe d'Acropolis, en l'occurrence Hugo Travers de Hugo Décrypte, qui sera sur place et qui fera remonter vos avis, ce qu'on aura dit pendant nos discussions aujourd'hui tous ensemble, ce que vous aurez dit sur le chat, les éventuels sondages qu'on va vous proposer, etc. Hugo fera remonter ça très régulièrement sur le plateau toutes les demi-heures, donc à 3 reprises, comme on avait fait il y a un mois avec Jean Massier, qui était dans la régie de Public Sénat. Et oui, je dis sur le plateau, Hugo sera dans la régie, hein, pas sur le plateau. Et à propos de régie, bonjour la nôtre. Bonjour, et on va pouvoir enchaîner très rapidement. On a l'image ? D'ici, oui, d'ici même maintenant en fait. Et bah écoute, enchaînons maintenant. Et maintenant, tout de suite, on y va. On y va. Blablabla. Ah, on a un petit son et un petit générique. En espérant que vous avez le son de l'émission, parce que la dernière fois ça a bugué pendant quelques secondes au début. Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat pour Bonsoir ce à tous. deuxième numéro de Dialogue Citoyen. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Oriane, bonsoir à tous. Vous connaissez maintenant le principe. Nous sommes ensemble pendant 1h30. 9 citoyens, 6 sénateurs pour échanger et tirer ensemble les enseignements du grand débat national. Et oui, 2 mois de débat un petit peu partout en France, dans de nombreuses communes, des cahiers de doléances, des contributions sur Internet et tout cela sur fond de crise sociale. Donc là, à l'écran, ce sont Rebecca Fitoussi et Oriane Mancini. Oriane Mancini. Inédit en France, comment les citoyens ont-ils vécu ce moment de démocratie? Pourquoi certains ont-ils choisi de ne pas se prêter au jeu? Nous poserons toutes ces questions à nos invités ce soir. Et puis vous le savez, Dialogue Citoyen, c'est aussi sur les réseaux sociaux. C'est nous. Nous retrouverons tout au long de l'émission notre youtubeur Hugo Travers sur la chaîne Acropolis, diffusée sur Twitch. Il nous fera c'est nous. Sur vos réactions. Cocorico. Et pour réagir sur Twitter, c'est bonjour à toutes et à tous. Citoyen. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Facebook de Public Sénat où et à partager cette émission en direct. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Voilà, vous savez tout du programme de l'émission. On va tout de suite commencer le premier. Et oui, c'est nous, Adrien. De Dialogue Citoyen, 5 invités sur ce plateau. On commence par Katia Gugère. Bonsoir. Vous avez 45 ans, vous êtes sans emploi, vous habitez à Fumé. C'est une petite ville des Ardennes, à côté de Charleville-Mézières. Vous êtes la coordinatrice locale du mouvement des Gilets jaunes et vous étiez sur les ronds-points et vous avez participé au grand débat. David Reviriego, bonsoir et bienvenue à vous également. Vous avez 21 ans, vous êtes étudiant à Paris, vous avez été tiré au sort pour la synthèse des contributions lors de la conférence dédiée aux jeunes. Vous vous êtes prêté au jeu il y a tout juste quelques jours, donc vous allez nous raconter votre expérience dans un instant. Marie Bêche, bonsoir. Vous avez 19 ans, vous êtes étudiante en histoire, philosophie et sciences politiques à Champigny-sur-Marne. C'est dans le Val-de-Marne. Vous avez grandi à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le grand débat vous a donné de l'espoir, un espoir vite déçu. Vous nous direz pourquoi. Face à vous, Mathieu Darnaud, bonsoir, sénateur LR de l'Ardèche. Bienvenue à vous également. Et Olivier Jacquin, bonsoir, sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle. Katia Gugère, vous êtes donc une gilet jaune de la première heure, on a envie de dire. Vous êtes notamment très concernée par le prix des carburants. Vous vous êtes prêté au jeu du grand débat. Si vous deviez faire un bilan de cette expérience, quel serait-il? Alors le grand débat, on l'a fait fin début février, exactement. Alors on s'est prêté au jeu tout en sachant que c'était de l'enfumage. Les choses sont dites. C'est dit, voilà. Ça mérite d'être clair. On savait très bien que c'était l'enfumage. Après, on nous donnait, comme j'avais dit sur une autre émission, on nous donnait la parole. Vous avez aussi ce sentiment que c'était de l'enfumage, le grand débat, vous? Pourquoi de l'enfumage, dans le chat alors? Parce que déjà au niveau de l'organisation, c'était des thèmes avec des questions qui avaient... comment ? Des questions orientées. Orientées, donc en fait, on n'avait pas trop de possibilités de réponse. Enfin voilà, on était un peu. Ah oui, comme si j'en discutais avec un monsieur dans un entonnoir en fait. On avait un entonnoir et on pouvait pas. Donc nous, ça a été. Donc on a fait ce débat citoyen, mais avec notre organisation.
C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de table. Il y avait un maître de séance, on n'a pas fait de table. On a refusé de faire les tables. Et on avait nos revendications à nous et on est arrivé avec nos revendications. Et globalement, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Je ne sais pas, peut-être du lien social qui a pu se recréer, des rencontres avec des gens, se rendre compte que d'autres personnes ont les mêmes difficultés que soi. Ah oui, oui. Ah oui, c'est évident. Oui. Donc ça, c'est du positif. Vous nous parlez de vos revendications. En 2 mots, c'est quoi vos revendications? La TVA, la TVA sur les produits de première nécessité, le gasoil. Moi, je viens de la vallée. Il a de la com plus que de l'enfumage. Et on a les moyens de transport, c'est une catastrophe. Donc on est obligé de prendre la voiture. C'est plein de choses. Il y a plein de choses. J'ai pas pris mes revendications, mais j'ai ma feuille. Mais on a plein de revendications. Mais déjà, les produits de première nécessité, baisser la TVA, quoi. Sur la question des gasoils. C'est compliqué la question de la TVA sur les produits de première nécessité. nécessité. Ici au Sénat, ça fait un peu plus d'1 an et demi. C'est toute une réglementation européenne qui vient le signal d'alerte. Compliquer les choses. C'est un de nos collègues, Jean-François Husson, qui avait dit lors du projet de loi de finances qu'il fallait faire très attention parce qu'on allait voir. Le projet de loi de finances, pour rappel, c'est le budget de la France, budget annuel. Aujourd'hui, sur le débat sur les mobilités. Donc, ce que vous dites, c'est le cœur du sujet de ce qu'on examine aujourd'hui. J'ai défendu la semaine dernière un amendement. Je viens du seul département de France qui n'a en son sein pas 1 kilomètre d'autoroute, pas 1 kilomètre de voie express, pas 1 kilomètre de train de voyageurs. Pourtant, 330 000 Mathieu personnes. Darnaud, il est sénateur de l'Ardèche. Par rapport à ce que vous disiez, des zones de montagne. On imagine bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas ou quasiment pas de transport alternatif. Donc, il faut aussi savoir, et je rejoins ce que dit madame, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi faire le distinguo entre celles et ceux des Français qui n'ont pas d'autres moyens que la voiture pour se rendre au travail. D'ailleurs, ça a été un des arguments qu'on a avancé, c'est de dire il ne faut pas taxer le travail, mais on taxe très directement aujourd'hui au travers du diesel le travail et nos concitoyens qui sont pénalisés. Donc, encore une fois, je crois que cette réalité que nous avons vécue et que nous continuons à vivre, même si, pour ma part, je considère que le dialogue citoyen, il doit avoir lieu tout au long de l'année. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on donne une solennité à cette période, à ces grands débats. Ah, il n'a pas complètement tort, Mathieu Darnaud. On veut avoir à la fois une démocratie apaisée. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que M. Macron ne doit pas oublier qu'on est dans une démocratie représentative et qu'il se tourne subitement vers les maires et que c'est aux élus d'entretenir au quotidien ce débat. Et que les sujets qu'on évoque, croyez bien que moi, je les vis au quotidien. Vous parlez souvent avec vos élus, vous ? Même si on est sénateur et même si, contrairement aux députés, nous ne représentons pas toute la population, mais les élus que nous représentons, les territoires, ce sont des situations que nous vivons au quotidien et que l'on a alerté. L'une des questions aussi qui ressort, et peut-être Katia Gugère, vous allez m'approuver ou pas, mais c'est aussi, est-ce que vous vous sentez représenté ? C'est ça. C'est ça. Vous vous sentez représenté ou pas ? Non. Non. Mais et vous vous sentez représenté ? Question précise. Moi, je l'entends. Je crois d'ailleurs que c'est le moment de poser ces sujets. Soit par vos sénateurs, vos députés, vos élus locaux. Que dans notre pays, on a besoin, dans un temps où notamment les réseaux sociaux ont pris le pas sur la façon que les Françaises et les Français ont de communiquer, d'échanger. Nous devons, redoubler d'efforts, élus que nous sommes. C'est une remise en question, moi je l'entends complètement. On ne doit pas arriver devant vous avec des certitudes en vous disant « mais si, madame, si vous avez ce sentiment, c'est à nous de nous interroger ». Moi, ce que je vous dis en revanche, c'est que sur le fond, et ça, vous pouvez regarder, si vous avez le temps de le faire, les débats que nous avons animés ici au Sénat, ce sont des choses très concrètes. Et on l'a dit avec vos mots, ni plus ni moins. On a alerté le gouvernement et on continue à le faire. Après, vu tes élus comme effectivement des décisions, mais je crois qu'il faut revenir à... Pour moi, ce qui est l'essentiel quand on est élu, c'est conjuguer le dire et le faire. Mais je vais répondre à Katia, si vous le permettez, sur la question est-on bien représenté ? Parce que je l'ai dit. Monsieur qui parle là, c'est Olivier Jacquin. Je l'ai dit. Il est sénateur socialiste. Ça ressemble aux Ardennes, Thiaucourt. Je l'ai dit à des gilets jaunes. Moi, je suis sénateur. Je ne suis pas un politique professionnel. J'ai un vrai métier. Je suis agriculteur. Je suis ici depuis 1 an et demi. Est-ce que vous avez le sentiment que les sénateurs, c'est des politiques professionnels, vous ? Et j'étais avant président de communauté de communes. Et ma découverte en venant ici, c'est que ce ne sont pas tous les Français qui sont là. C'est encore pire à l'Assemblée nationale en termes de représentation politique et parlementaire. Certaines catégories sociales sont moins représentées que d'autres. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire évoluer. Je vais vous dire, dans les débats de cette semaine sur la loi des mobilités, sur des sujets importants comme le pouvoir d'achat, on avait moyen d'envoyer des signaux très très forts. Par exemple,
il y a dans le texte... Vous êtes d'accord avec Olivier Jacquin sur le manque de représentativité des assemblées, notamment? Ceux qui travaillent, qui peuvent être partiellement remboursés de leurs frais de transport. En fait, il y a peu d'ouvriers. Un consensus fort, sous prétexte que... Pas d'égalité, pas une parité homme-femme parfaite, etc. On n'a pas trouvé d'accord, Mathieu, je suis désolé de le dire, et ça m'inquiète. Alors, le temps file. Ou encore, madame, c'est extrêmement important, sur la fiscalité punitive, la fiscalité sur le gasoil, vous êtes d'accord avec lui, quelque chose de punitif. J'ai pu le dire à M. Macron, quand je fais le plein de ma voiture... Un peu mieux maintenant, mais les chiffres sont accablants. T'as raison, Charles Maurice. De rembourser... Un peu mieux maintenant. L'annulation Olivier Jacquin, sur la fortune. C'est un dialogue qu'on voudrait instaurer entre vous et les citoyens. Peut-être que David Reverigo a envie de réagir. Vous avez, on le disait, vous avez été tiré au sort, hein, justement. Peut-être vous pouvez nous faire part de votre expérience et réagir à ce qui vient d'être dit. D'abord, moi, peut-être sur la représentativité, parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment répondu, je trouve, à la question. Nous, c'est pareil, chez les jeunes, honnêtement, ils ne sont pas représentés. Au Sénat, j'en parle encore moins. À l'Assemblée nationale, c'est compliqué, le taux d'abstention. Je rappelle que Sénat, il faut avoir 24 ans pour minimum pour pouvoir être élu sénateur. Il y a un problème, je trouve, de représentativité. Je ne parle même pas du parcours politique qu'il faut avoir. De décisions publiques, d'action publique. C'est-à-dire qu'on le voit, les décisions, elles sont prises très bien par des sénateurs, par des députés. Mais honnêtement, sans beaucoup de concertation auprès des jeunes. C'est comme si moi, je prenais des décisions pour des personnes âgées. Quelle légitimité j'ai, à part mon mandat? C'est marrant parce qu'il est tiré au sort pour participer aux concertations et il pointe un manque de concertation. Voilà, pas représenté en tout cas. On a l'impression que les mesures qui sont pensées, elles ne sont pas pensées pour nous, avec nous. Et il y a un vrai problème de concertation. Et donc, je ne suis pas d'accord avec Katia, mais ce n'est pas très grave quand on dit que c'est de l'enfumage, parce que le gouvernement a peut-être du mérite quelque part. C'est pour la première fois, sous l'histoire de la Ve République, c'est de véritablement essayer, je dis bien essayer, d'associer les citoyens à la décision publique. Et honnêtement, je trouve ça audacieux. On verra ce qu'il en ressort, mais je trouve ça audacieux. Et que ce soit le PS. Vous voudriez des débats plus fréquents? Bien sûr, et que ce soit le PS, vous avez été dans l'opposition, je crois. Vous non, parce que vous êtes récemment élu, mais monsieur Darnaud, vous avez été dans l'opposition. Honnêtement, vous n'avez pas eu le courage d'organiser des débats comme ça. Il a bossé sur ce sujet un peu. Il y a des crises sociales. Donc honnêtement, moi, je remercie le gouvernement juste pour ça. Après, on verra. Mais juste pour nous associer et faire confiance un petit peu aux jeunes. Bravo David, parce que vous êtes un jeune engagé. Et en tout cas, vous avez envie. Et votre interpellation, elle est fraîche. Fraîche, satisfaisante, hein, je pense. Je crois que les citoyens, ils doivent être engagés. Et franchement, les jeunes qui viennent de défiler dans les rues au nom de la lutte contre le réchauffement climatique, ça c'est génial. Et je peux vous dire que ça a de l'influence ici. Est-ce que vous avez participé à ces marches pour le climat, vous d'ailleurs? Mais il faut dans le chat agir politiquement et manifester, comme vous avez pu le faire, sur le pouvoir d'achat, plus de justice fiscale ou contre le réchauffement climatique, ou visiblement vous, pour des idées démocratiques et fortes, il faut le faire. Il faut faire évoluer les choses pour que la démocratie représentative, qui est indispensable, prennent mieux en compte nos concitoyens. On n'est plus comme il y a 2 siècles, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on peut communiquer autrement, on pourrait faire en sorte que les citoyens soient plus régulièrement associés. David Reverigo, peut-être vous voulez lui répondre? Ok, je parle pas. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un côté, la démocratie en fait, vous parlez de faire plus de débats publics et qu'on sait bien être engagé, je suis d'accord, je suis très fier d'être engagé, mais pourquoi on s'engage là et pourquoi les jeunes vont marcher? Parce qu'il y a urgence pour le climat. Pourquoi les gilets jaunes se mobilisent? Parce qu'il y a urgence, parce qu'ils n'en peuvent plus. Donc est-ce qu'on est obligé, en France, d'aller jusqu'à... donc vous avez plutôt participé quand même. Il y en a quelques-uns qui disent non, mais la plupart d'entre vous, oui. Mathieu Darnaud, puisque vous avez été directement interpellé, une réponse. Je veux quand même réagir là-dessus parce que, en fait, ce qui se passe, c'est très intéressant. Parce que, entre ce qu'on a entendu au tout début de l'émission et ce que vous portez, ça peut se concilier et ça peut tout à fait s'opposer. La question climatique, quand vous la posez dans des territoires ruraux comme les miens, elle est vécue quand vous parlez taxe carbone, elle est vécue quand vous parlez taxation de l'essence, parfois comme punitive. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est très bien de faire de la concertation. Et vous dites, on n'a pas fait de concertation. Vous savez, j'ai été maire pendant 10 ans. Il n'y a pas un projet que j'ai fait sans concertation dans ma commune. Donc, il ne faut pas non plus qu'on tombe des fois dans des discours qui sont par trop caricaturaux, considérant qu'on aurait découvert à travers le dialogue du gouvernement de réinventer la confrontation entre Françaises et Français. Mathieu Darnaud, effectivement, il a été maire de Guilherand-Granges pendant un dialogue qui soit apaisé. 2008 à 2017. Avant ça, il a été adjoint au maire pendant 7 ans. Pas forcément les mêmes préoccupations qui vivent à Bordeaux ou à Paris. Et qu'il faut arriver il a aussi été conseiller régional de Rhône-Alpes pendant 4 ans. Et il faut arriver aussi
à des moments à trouver des points d'accord parce que les problématiques des territoires sont parfois spécifiques, elles se conjuguent et parfois elles s'opposent. Monsieur Darnaud, pour avoir un débat juste apaisé, il ne faut pas opposer les gens comme ça. Pourquoi vous opposez Katia, pourquoi vous opposez les citadins aux ruraux? Mais j'oppose pas. les gens. Difficulté, Mathieu Darnaud, là. Simplement qu'à des moments, il faut être en capacité aussi d'entendre que les solutions ne s'adaptent pas partout de la même manière. C'est surtout pas opposer. Au contraire, c'est entendre les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que c'est pas fait. Moi, je vais me permettre d'intervenir. Voilà, alors concernant le grand débat, j'ai un constat qui est assez mitigé, dans le sens où... La dame qui parle, c'est Marie Bèche. Elle a 19 ans, elle est étudiante à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui, il a fallu faire, et c'est la vérité, faire peur à l'État et le pousser à bout pour avoir cette fenêtre d'ouverture. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir ouvrir un axe de discussion, un axe de concertation entre les citoyens. C'est une forme de réponse à ce que disait David Roviriago juste à côté. Lui disait la majorité a ouvert le débat, c'est bien. Elle dit oui, mais la majorité a ouvert le débat parce que on lui a forcé le bras. C'est indispensable de la maintenir parce qu'aujourd'hui, à la fin du grand débat, il faut maintenir la pression. Si on arrête tout se terminera. Et voilà. Et je me permets de dire que la question. Vous êtes d'accord avec elle? Est-ce qu'il faut maintenir la pression? Est-ce que vous pensez que les Gilets jaunes doivent continuer à maintenir la pression? C'est qu'est-ce qui va en ressortir? Aujourd'hui, on est à la fin du grand débat. Aujourd'hui, on a un président qui a été très écrasant pendant le grand débat et qui connaissait très très bien ses dossiers. Et on n'a pas assisté à un débat, selon moi. On a assisté à un question-réponse. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la fin de ce débat? Des conclusions d'Emmanuel Macron? Alors, malheureusement, plutôt oui, Emmanuel Macron m'a déçu en affirmant qu'il ne rétablirait pas l'ISF. Aujourd'hui, on parle de transition écologique. Je suis très impliquée en écologie, mais venant de banlieue, je peux vous dire que c'est l'une des raisons pour lesquelles la banlieue n'a pas participé. C'est que des gens qui ont du mal à remplir leur frigo, qui ont du mal à terminer leur fin de mois, l'écologie, c'est à milieu de leurs préoccupations. Aujourd'hui, on se demande pourquoi on se demande pourquoi les banlieues n'ont pas participé aux Gilets jaunes, au grand débat. C'est qu'aujourd'hui, la hausse du carburant, il faut déjà acheter une voiture, il faut déjà avoir de quoi se nourrir. Donc moi, je viens d'un milieu... alors, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne évolution, j'ai eu la chance d'être à la fac et c'est génial, mais aujourd'hui, même avec tout ça, chaque jour, mes amis et moi, dans ma promotion, on se demande est-ce que demain on aura un travail ou est-ce qu'on finira à Pôle emploi? Aujourd'hui, moi, je travaille. C'est quoi vos préoccupations immédiates? Vous, c'est plutôt politique, notamment le climat pour Sciences Po. Ou plutôt la fin du mois, en fait, pour reprendre la formule qui tourne en ce moment. Je voulais essayer de changer le système et que je me suis rendu compte que quand on est intégré dans le système et quand on profite du système, on ne veut plus le changer. Aujourd'hui, je reviens sur ce qui a commencé toute cette effervescence, c'est la hausse du carburant. Aujourd'hui, on pourrait essayer de passer fin du mois, même combat, tu dis Bastien, vers l'électrique. On ne le fait pas parce que l'État touche 30% sur le carburant. Alors là, on touche à un point précis, mais je voudrais qu'on revienne peut-être sur le fait que ce grand débat ait peut-être été un peu exclusif des banlieues qui, effectivement, ne se sont pas impliquées dans ce grand débat. Olivier Jacquin, vous avez... Moi, je partage. J'ai vu les statistiques de qui a participé au grand débat. C'est plutôt le Brexit en ce moment. Étudié, c'est une certaine vous êtes partagé. Hein. C'est pas la même que la France. Certains fin du mois, certains fin de... Maintenant, convenez, Marie, qu'il y a deux aspects satisfaisants. C'est que celui qui se prénommait Jupiter s'est rendu compte que le débat avait des vertus, et ça, je suis pleinement d'accord. Moi, j'ai été dans des réunions, dans de nombreuses réunions, je suis allé sur des ronds-points de Gilets jaunes pour discuter, parce que c'est extrêmement important de faire du lien. Puis il a découvert aussi qu'il y avait des communes qui étaient des portes d'entrée dans la démocratie, et que ça me semble être des points positifs. Je voudrais réagir à ce que vous venez de dire subrepticement. Vous avez dit, quand on est dans le système, on ne veut plus le changer. Non, si, c'est très bien ce que vous dites. C'est intéressant. Parce que moi, si je suis là... Quand on est dans le système, on ne va plus le changer. Vous êtes d'accord avec ce Moi, je suis engagé en politique parce que je ne supporte pas les injustices. C'est mon combat, c'est personnel comme ça. Et je n'oublie jamais, chaque matin, quand je me lève, que je suis là pour ça. Et je crois, cette semaine, par exemple, dans le débat sur les mobilités, avoir fait de nombreuses propositions pour montrer ces injustices. Par exemple, on vient de parler de la loi des mobilités, on n'a pas eu le droit de parler de l'aérien. Vous êtes d'accord, mais alors comment on fait? Pour des raisons juridiques. S'il faut rester en dehors du système pour le changer, comment on fait? Le transport aérien n'est pas taxé de la même manière que non, toi, tu penses que les politiques sont convaincus qu'ils veulent bien faire? Vous prenez votre voiture pour chercher du boulot. Moi, je voulais qu'on envoie des signes comme ça. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, on nous a dit comme ça, oh oui, mais c'est que 2% de la pollution, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais si, ça change tout. Une société, c'est de la cohésion. C'est le sentiment qu'on est une entité
entière et qu'il n'y a pas des premiers de cordée et des derniers de cordée. Mais au niveau de mobilité, nous, on est vraiment coincés, quoi. Enfin, pour tout, il faut prendre la voiture. Et Katia, je vous ai vu faire oui de la tête quand Marie disait il faut maintenir la pression. Mais maintenir la pression jusqu'où et jusqu'à quand? Je sais pas. Je sais pas, mais je sais pas. Dans le système, ça veut dire quand ils sont élus, je pense. On est sur le front. Je pense, je suis pas dans la tête des intervenants. Moi, je suis prête à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, ça veut dire quoi jusqu'au bout? Jusqu'à ce qu'on a quelque chose. C'est quoi quelque chose? Avec des actions, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'ailleurs? Des inégalités, comme elle dit. Vous savez... de justice, vous dites. Vous avez le droit à une loi. Vous avez le droit de faire passer une loi. Vous faites passer quoi, vous, dans le chat? Enfin, moi, on est vraiment dans une petite ville. Enfin, nous, on est quoi, 3000 habitants, 3500 habitants. Donc, des ronds-points, on n'a pas. Donc non, mais des ronds-points on n'a pas. Enfin voilà, des ronds-points. C'est anecdotique, mais c'est important. Mais c'est vrai. Donc on n'avait pas de rond-point. On n'avait pas de rond-point, mais on a une place où on a fait entre guillemets notre QG. Charles Maurice, interdiction définitive de l'héritage. Ok. Enfin, un mois complet. La règle verte sort du haut, précise. Du 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Mais non, Joël, tu peux le faire. Une loi, vas-y. Des personnes qui vous amènent à manger, c'est très bien. Enfin, je veux dire, c'est très bien. Mais quand vous vous apercevez qu'il y a des personnes qui viennent sur votre QG pour manger, pour avoir à manger, c'est là où vous vous dites il y a un malaise quand même. Perceval, ça suffit. Arrête de dire des conneries maintenant. De tout cela, vous allez monter une association, il va y avoir un aboutissement. Alors, sachez que les questions que je vous pose, je fais remonter à Hugo par texto régulièrement. Oui, par texto, c'est pas au top, mais bon. Donc là, on est en train de suivre la France en colère. Donc on a créé la France en colère 08. On est vraiment à suivre plus ou moins Priscilla Ludowski. D'accord. Voilà, parce qu'on trouve que voilà. Et des leaders des Gilets jaunes. Voilà. Et elle n'est pas dans la violence. Enfin voilà. Donc on la suit et on est en train de voir pour créer une association. On a déjà mis interdiction totale de faire de la politique avec un casier non vierge. Mais je pense qu'on va partir sur une association. Déjà, il faut avoir un casier B3 vierge, Dari Beliakov. Si, mais je pose la question. Les B3, c'est les crimes les crimes et délits les plus graves. Bousculé, hein. Quand ils apprenaient que j'étais sénateur, certains, une fois, c'était un soir, on en tient. C'est un peu la caricature dont parlait Mathieu Darnaud. On ne peut pas privatiser les services publics, ok. La caricature de votre côté sur ces élus, ou vous considérez que non, vous avez raison, ces élus sont pleins de privilèges et que... Quand vous allez retourner dans votre QG, ils vont pas vous dire vous êtes une traître, vous êtes allé dans... Ça, c'est un peu caricatural pour le coup, je pense. Mais je fais exprès. Marie, allez-y. Je me permets de rebondir. Ce qui se passe aujourd'hui, et ce que moi je vis, mais alors très mal, c'est non pas le désir de supprimer le Sénat ou quoi que ce soit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une démocratie qui est directe. Moi, de mes études de philosophie, je vais me permettre de rappeler la définition de démocratie pour le peuple et par le peuple. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir des élus, j'ai l'impression d'avoir des politiciens qui sont au milieu de nos préoccupations. Aujourd'hui, on n'est plus sur la même planète. Plus de démocratie directe. Moins de démocratie représentative. N'a pas évolué avec sa citoyenneté, n'a pas évolué avec sa population. C'est un truc que vous partagez, ça? Aujourd'hui, on n'est plus sur le même axe de vision. L'accusation est forte, on va peut-être faire réagir Mathieu Darnaud. Non, mais c'est l'accusé, répondez. J'y réponds aisément, et de la même manière que tu posais la question tous les matins en te levant, comment tu combats les injustices et les inégalités, je crois que cette question, elle mérite d'être posée. Moi, la seule chose que j'aime à dire dans ce type d'échange, c'est comment on peut ensemble revisiter les choses. Je pense que de façon isolée, on n'y arrivera pas. Parce qu'on aura toujours la stigmatisation de la perception qu'on a des autres et de ce qu'on croit que sont les autres. Quand vous dites, par exemple, je prends un exemple, mais c'est vraiment pas... Les élus. Moi, j'ai été élu municipal. Je veux dire, il n'y a pas un jour où on ne travaillait pas à des sujets du quotidien de chacune et chacun. On le rappelle, il a été maire pendant 10 ans et adjoint au maire pendant 7 ans avant ça. Dans les CCAS, celles et ceux qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts pour payer la cantine des enfants. Ça allait jusqu'à... Il a aussi été un des plus jeunes élus RPR. L'ensemble à son époque, Mathieu Darnaud. Il s'est engagé très jeune. Pourquoi ne pas le montrer, en fait? Parce qu'à la télévision, dans les journaux... Oui, mais alors là, on n'est pas les médias. Là, vous tournez... Non, mais vous avez raison, mais c'est comment? Mais je crois que c'est très important ce que vous dites. Aujourd'hui, on touche du doigt la fin, à mon avis, d'une époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie, elle doit aussi se conjuguer avec les médias. Je disais perception égale réalité. Il faut casser la perception pour voir la réalité de ce qui se passe ici, dans ces hémicycles, à l'Assemblée, dans les communes. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans l'exercice de vos fonctions? Il fait une certaine critique des médias. Je vous donne des exemples très concrets. On a sollicité les élus
sur plusieurs sujets, puisqu'on représente le Sénat. Maintenant, à chaque fois dans la délégation aux collectivités qu'on lance des programmes, on concerte l'ensemble des élus. La dernière fois, on a eu 17 500 réponses sur les 35 000. On a lancé une plateforme sur Twitch ici au Sénat. Je crois que tous les mercredis sur Questions aux sénateurs. Demain, de recueillir les avis des Françaises et des Français, parce que, vous me le permettrez, j'en finirai par là. On a aussi beaucoup d'avis qui sont différents. Et là, toute la difficulté de l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte... Est-ce qu'il faut tirer au sort les sénateurs, comme propose Tom Gaillard? Vous êtes d'accord avec cette proposition? Catégorielle, on arrive à tirer un sens qui est un sens profond, collectif. Et comment on redonne du collectif aujourd'hui dans la société française? Alors, David Reviguero, vous qui avez participé à ces conférences régionales, censées être représentatives, censées tirer le bilan de tous les débats, est-ce que vous pensez qu'elles ont été utiles? Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Honnêtement... On ne sait pas, mais on a participé, on a joué le jeu, c'était pas facile, ça a pris 2 jours. Et en fait, on n'est pas dû parce que j'ai pris l'initiative à la suite de ces conférences, parce qu'on l'a dit, par exemple, le temps était très serré, on n'avait pas de préparation avant. Moi, j'ai fait de la préparation personnelle, mais il y en a plein qui sont venus pas préparer. Et je trouve ça parfois un petit peu hypocrite de demander à des personnes de s'engager. C'est comme si demain, je vous donne un dossier, je vous dis allez voter cette loi sans vous préparer. C'est un petit peu compliqué. Donc il y avait un côté, on se sentait un petit peu parfois pris pour des idiots, mais en même temps, on a vraiment joué le jeu. Et derrière, moi, j'ai rédigé une tribune qu'on a signée à 27 qui s'appelle « Cher gouvernement, ne laissez pas nos propositions tomber dans l'oubli ». Et justement, je vous rejoins, c'est ce qu'on fait. On s'est mobilisé, maintenant, on lâche pas. On essaie justement de dire, on s'est mobilisé, on est nombreux. Puis il y avait un côté, on était de banlieue, il y avait des gens des milieux ruraux, il y avait des Parisiens, mais pas que. Et en fait, on avait vraiment un socle d'idées communes, on avait vraiment une base commune, on avait, malgré les différences, en fait, des propositions communes. Et donc, on s'est dit au fond, en fait, les citoyens ont des choses à dire d'une part, ils peuvent les exprimer si on leur donne les moyens, et surtout si on joue vraiment le jeu. Et là, c'est ce qu'on essaye de pousser, à la fois que ça recommence, mais surtout qu'on nous implique plus dans les décisions publiques. Et typiquement, est-ce que moi, je peux vous poser une question? Allez-y. Est-ce que demain, chacun de vous trois, vous vous sentiriez prêt à vous impliquer? Vous êtes dans 3 communes différentes, dans un conseil municipal, dans une vie d'élus, pour justement voir ça vous paraît une solution, ça, de s'impliquer dans des conseils municipaux? D'accord. Je crois que les jeunes, au niveau municipal. Je crois que les jeunes, on attend que ça, en fait. Nous, on attend que ça. On est créatifs, on attend qu'on nous ouvre les portes, en fait. Honnêtement, on attend. Attendez voir, je m'excuse, mais moi, j'ai bien aimé les propos de Marie qui dit que je veux plus de démocratie directe. Alors déjà, je suppose que tous les 3, vous votez. Quand je suis allé à la rencontre des Gilets jaunes, il n'y a pas beaucoup qui votaient. Et c'est génial, la démocratie. Un bulletin de vote. Puis quand on est passé aux élections, on sait la force. Oui, mais beaucoup veulent le vote blanc aussi. Comment? Une reconnaissance du vote blanc. Mais oui, non, mais attendez. Démocratie directe, il faudrait réfléchir. Parce que reconnaissance du vote blanc, vous votez pour ou contre vous? Ça signifie le mandat impératif, c'est quasi impossible. Mais entre là où on en est et améliorer les choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je suis dans ce sens-là, à faire des propositions qui permettent de mieux impliquer. Mais le système est quand même génial. On a encore la possibilité de voter, de lever la main, d'être candidat. Et c'est extrêmement important. Et vous, Marie Bèche, comment vous comptez transformer l'essai de cette période démocratique assez pour le vote inédite? blanc. Vous aussi, vous avez envie de créer une association, ou peut-être de taper à la porte de votre mairie, enfin concrètement? Oui, non, oui. Et pour le jugement majoritaire? Une association, pourquoi pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la multiplication, vous en pensez quoi du vote blanc majoritaire, vous? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait du jugement majoritaire, désolé. Et essayer d'être un ensemble, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment extrêmement dispersés. Je pense que, bien sûr, on est assez nombreux pour pas être d'accord, mais il faut qu'on travaille ensemble. Juste, moi, j'ai un problème, je vais me permettre de changer un peu de sujet. J'ai un problème par rapport à notre jugement majoritaire, c'est une modalité de vote, c'est un peu compliqué à expliquer là maintenant, caporal 100, puis c'est pas vraiment l'objet. Je t'invite à aller voir sur Internet, tu trouveras. Nous, en tant que citoyens, on est censé représenter, mais quand moi, je vois... je vais mettre les pieds dans le plat, mais quand je vois l'évasion fiscale qui n'est pas punie chez les élus, chez les députés, quand je vois qu'aujourd'hui on a des élus... L'évasion fiscale, c'est pas forcément les élus. Oui, non, mais je prends ceux qui sont censés nous représenter. Oui. Quand je vois que la plupart de ces personnes ne sont pas punies, ne sont pas... voilà. C'est dur d'être représenté. Un sentiment d'injustice fiscale chez vous. C'est extrêmement dur. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Je pense qu'il y a un côté, c'est un peu injuste de faire culpabiliser les citoyens. Souvent, les jeunes, on nous dit « Ah, les jeunes ne se mobilisent pas, ils ne sont pas politisés. » Alors, les jeunes, ils sont tout le temps dans la rue, les jeunes, ils sont hyper engagés dans les associations. Oui, ils ne vont pas voter, mais peut-être qu'il faut se questionner parfois pourquoi ils ne vont pas voter. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas représentés. Alors, pourquoi, David? Parce que vous, à 21 ans, c'est votre première présidentielle, vous avez voté, mais vous nous dites « J'ai voté par défaut, pas par choix ». Exactement. Pourquoi par défaut? Parce qu'en fait... déjà, la proposition, on va dire, dans les programmes présidentiels, les propositions jeunes en général, c'est tout le temps la priorité nationale, mais en fait, on voit pas grand-chose derrière. C'est vrai, on voit pas grand-chose derrière. Ça fait
Ça fait franchement, depuis que je suis né, que j'entends priorité la jeunesse. Franchement, notre quotidien, ça change pas. La mobilité sociale, la méritocratie, pour moi, c'est un mythe qu'on brandit, mais au final, au fond, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes qui réussissent, sinon on galère. On reste où on est né. Moi, honnêtement, je tente le CELSA, j'ai le concours demain matin écrit. Je travaille à côté. Je travaille à côté le matin, je me lève à 5h pour travailler avant mes révisions. Un exemple très bête et qui touche beaucoup d'étudiants. Donc je suis salarié. Il reste moins d'une minute, hein, juste pour vous donner une idée. Ouais, je suis salarié un peu moins à mi-temps. Et je n'ai pas le droit à la prime d'activité parce qu'il faut toucher plus de 900 €. Donc comment on fait? Honnêtement, comment on fait? On est obligé du coup de galérer parce qu'on ne va pas dans les quotas. C'est des trucs assez bêtes, mais on aurait demandé à des jeunes, on aurait fait la concertation, peut-être qu'on aurait pu réguler et adapter. Tout simplement. Moi, je vois pas d'autre solution, Marie, que de s'engager fortement, parce qu'un des gros défauts du mouvement, c'est qu'il est totalement diffus, il ne veut pas être organisé, représenté, c'est extrêmement compliqué. Et moi, le signal que j'ai entendu, c'est de continuer mon engagement pour plus de justice, et c'est faire des propositions qui vont vers de la cohésion et moins d'injustice. Merci. Vous trouvez la parole des jeunes pertinente, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous avez pensé? N'hésitez pas à faire nos retours. 5 invités vont vous succéder dans quelques instants. N'hésitez pas, on a quelques minutes pour en discuter. On va pouvoir aussi écouter Hugo qui va faire remonter les avis que je vous ai demandé pendant tout le segment. C'est donc votre première intervention dans l'émission. Dites-nous un peu ce qui se dit sur la plateforme. Quelle est la tonalité des commentaires? Il s'est passé beaucoup de choses aussi dans le chat et en ligne, beaucoup de réactions à tout ce qui a été dit à l'instant dans le débat. Je vais commencer déjà, ça a beaucoup parlé de la première question qui était la question, est-ce que le grand débat c'est la communication, est-ce que c'est de l'enfumage? C'est très chrono, ouais, c'est la télé. De Katia qui ont fait beaucoup réagir. On a par exemple Cowboy Étoile qui a dit que c'était de l'enfumage comme toute opération de communication. Mais il y a aussi parmi ces quelques réactions, des réactions qui sont plus positives. On a notamment Joalit qui dit le grand débat a peut-être cafouillé, mais c'est parce que c'est nouveau et qu'on le fait jamais. Il faut continuer à inciter au débat tout le reste de l'année. C'est en faisant qu'on prendra de l'expertise là-dessus. Donc voilà, assez mitigé sur ce point, mais c'est un élément assez intéressant. Un autre élément qui est beaucoup revenu, c'est la question de la représentativité et du lien entre les politiques et les citoyens, et donc en l'occurrence les jeunes qui étaient très présents sur le Reste avec nous, Caporal. On a certains qui ressentent un lien. Par exemple, Charles Maurice, c'est assez drôle, qui dit « Moi, j'engueule mon maire plusieurs fois par mois, mais dans mon bled de 500 personnes, eh ben, c'est pas assez difficile, c'est pas dur de faire ça. » Et voilà, en fait, il y a une question de la représentativité géographique, mais aussi de la représentation, tout simplement. Le fait qu'on sent parfois un décalage, notamment sur les classes sociales, sur les études, entre les élus, les députés, les sénateurs qui viennent nous représenter, et puis de l'autre côté, en fait, nous, de notre côté, dans notre situation. Il y a eu aussi, évidemment, la question de l'engagement des jeunes qui est beaucoup revenue, puisqu'on a parlé des marches pour le climat. Tu es un alors, Charles Maurice, on t'aime pour ça. Les ont beaucoup fait réagir sur la question de la fin de mois, au final, qui est une priorité pour beaucoup de jeunes. Et il n'y a pas que le climat, finalement. Ce à quoi le chat a été quasiment unanime. Quasiment tous les jeunes ici, sur le chat, ont dit la question sociale de la fin de mois, de payer ses factures, etc. Et la question écologique, ça va ensemble et ça va être un combat qui est commun. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Et puis, en final, il y a eu plein de choses sur la question de la démocratie d'un point de vue très général. On a Tom Gaillard qui a proposé, ça va pas forcément faire plaisir aux sénateurs, mais il a proposé de remplacer les sénateurs par des citoyens qui sont tirés au sort. Mais là aussi, ça a fait beaucoup de débats, tout le monde n'était pas forcément d'accord. Donc voilà, c'est un petit résumé de ces 30 premières minutes dans le chat, et puis je reviens tout à l'heure pour la suite. Merci beaucoup, Hugo. Et voilà, alors il n'a pas la toute dernière question que je vous ai posée parce qu'on a un petit décalage entre les deux. Je ne râle pas, Charles Maurice, jamais. Théo Poulard, bonsoir, vous avez 23 ans, vous étiez boulanger à Quimper dans le Finistère. Aujourd'hui, vous êtes et on passe à la deuxième séquence. Vous êtes vice-président des Foulards Rouges de Quimper. Les Foulards Rouges, c'est un peu le contre-mouvement aux Gilets jaunes et vous avez participé au grand débat. Élodie dit Donatella, bonsoir. Bienvenue à vous également. Vous avez 27 ans, vous habitez à Lunel, près de Montpellier. Vous élevez seul votre fils de 4 ans et demi. Vous avez monté votre entreprise de communication en 2018. Vous n'avez pas eu le temps de participer au grand débat, mais vous êtes allé sur la plateforme et vous nous direz si vous avez espoir qu'il en ressorte ou non quelque chose. Marie-Noël Legendre, bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes ergonome, vous habitez à Buissière-Dunoise. C'est une commune de la Creuse. Vous avez participé au grand débat sur Internet, mais avec quelques bémols sur la méthode. Vous nous direz pourquoi dans quelques instants. Face à vous, Fabienne Keller, bonsoir, sénatrice du Bas-Rhin. Fabienne Keller qui avait été reçue dans Question au sénateur. La droite constructive. Vous êtes en 7e position sur la liste de la majorité. D'ailleurs, Mathieu Darnaud aussi, je ne l'ai pas dit. Et Laurence Cohen, bonsoir. Effectivement, Fabienne Keller qui est candidate aux européennes, qui sera très probablement députée européenne très bientôt. Alors Théo Poulard, vous êtes vice-président. Et du coup, pardon, j'ai couvert la dernière sénatrice, c'est Laurence Cohen, sénatrice du Parti communiste français. Racontez un peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette expérience? Alors moi, j'étais plus là dans un rôle de regard,
les foulards rouges, on n'a pas spécialement de propositions à faire. Donc j'étais là plus dans un rôle de regard. Alors on peut voir déjà que les débats étaient très houleux, qu'il y avait une majorité de gilets jaunes, ce qui est tout à fait normal, car c'est quelque chose qui est suite à leur mouvement, a été créé. Donc en général, les débats se sont très bien passés, mais moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que c'est toujours les mêmes propositions qui reviennent et qui ne sont pas prêts à faire des compromis. Je parle là des gilets jaunes, qui ne sont pas prêts à faire des compromis. On rappelle que les foulards rouges, ils sont très regrettables. Mais est-ce que pour ils vont dans le sens inverse des gilets jaunes. Quand même, est-ce que vous avez vu des gens qui ont changé d'avis, qui étaient en colère et qui ont été un peu apaisés? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Beaucoup soutiennent la majorité en place actuellement. De toute façon, ceux qui n'ont pas voulu y participer, qui restent dans la rue, on sait très bien qui c'est les extrémistes. Il y a des foulards rouges parmi vous d'ailleurs? Ça a servi à quelque chose pour ceux qui avaient besoin de s'exprimer et pour un peu renouer le dialogue entre les politiques et les citoyens. Je pense que pour ça, ça a servi à quelque chose. Vous disiez que vous aviez été un peu en retrait, juste à observer, mais vous avez quand même co-organisé, il me semble, un débat à Rouen aussi. Voilà, pourquoi un débat fait? Parce que tout simplement, on nous l'a demandé. Il y avait beaucoup de foulards rouges aussi qui souhaitaient discuter. Donc on nous l'a demandé et on a organisé un débat avec des foulards rouges et quelques gilets jaunes aussi qui sont venus. Alors vous parliez de renouer le lien entre les élus et les citoyens. Vous avez 2 élus face à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Comment on peut renouer le lien selon vous? Qu'ils soient peut-être un peu plus sur le terrain, qu'on puisse plus facilement les voir, même si c'est vrai qu'en prenant rendez-vous, on peut les voir, nos élus. Mais concrètement, qu'ils soient plus sur le terrain, c'est-à-dire... Pas foulard rouge, mais tu les soutiens, le Stix. Aller discuter avec les gens directement dans la rue. Alors, Fabienne Keller, j'essaie de le faire, mais... Oui, c'est un slip vert. J'espère que tu as envie que ce soit cité à l'écran, parce que... Vous êtes élu à Strasbourg. Dans le Bas-Rhin. Mais si on prend l'exemple de Quimper, moi, j'ai jamais vu un sénateur dans les rues de Quimper aller dialoguer avec les gens ou au marché. Oui. Donc c'est ça qui est très dommage. Je crois la plupart d'entre nous efforçons de le faire parce qu'on aime faire ça, parce que c'est notre job, mais on n'est pas forcément visible. Parce que voilà, quand on est sur un marché, on discute avec quelques personnes, mais on n'harangue pas les foules. Enfin voilà, on ne signifie pas notre présence. On nous voit souvent plus pendant les campagnes parce qu'on distribue des choses, parce qu'on a des kakémonos ou des visuels pour être plus visible. Mais nous essayons, je crois... C'est particulièrement vrai des sénateurs. Les gilets jaunes protestent, les stylos rouges proposent et les foulards rouges contemplent. D'être à l'écoute, de sentir les choses, surtout dans cette période où en fait on est assez perdu, comme tout le monde. Hein. On cherche à comprendre quelles sont les forces à l'œuvre et puis surtout comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'il est important d'apporter comme réponse, qu'est-ce qui angoisse le plus nos concitoyens. Laurence Cohen. Oui, moi je trouve que dans cette question qui est fondamentale, moi je la ressens pas obligatoirement pour, en tout cas, l'élu que je suis, parce que je suis une élue militante. Donc je suis sur le marché dans ma ville, je suis avec les habitantes et les habitants. Moi je ressens ça comme effectivement un ressenti tout à fait réel de la distance qu'il y a entre ce gouvernement et les gens. Et Laurence Cohen, elle est membre du Parti communiste français, elle est sénatrice depuis 8 ans maintenant. Pour l'instant, par exemple, alors qu'il elle a aussi longtemps été conseillère régionale, depuis une dizaine d'années. Et elle est très engagée sur la question de gouvernement aussi, c'était pareil. L'égalité des chances entre femmes et hommes. C'est plusieurs années de politique à revoir, je pense. Rassurez-vous, je ne vais pas me focaliser. Je me focalise là parce qu'on est en train de parler du grand débat et que c'est sur le grand débat et c'est avec le gouvernement Macron. Mais mes critiques, elles sont pour l'ensemble, rassurez-vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien là qu'il y a eu une montée de revendications extrêmement justes parce que les gens souffrent des inégalités, des injustices, et que malheureusement, au moment où on se parle, qui a un pull rouge, quel cliché. Ces revendications ne soient pas entendues. Et je pense que c'est ça qui fait le plus de mal. Finalement, c'est l'air le parfait plan de carrière politique. Tu dis ça parce que tu lui reproches d'être candidate aux européennes, Gilles? On ne les entend pas, on ne les écoute pas. Après, on peut être en désaccord, c'est autre chose. Non, mais on va laisser la parole aux 2 autres peut-être citoyennes qui sont sur ce plateau. Élodie Donatella, vous avez très vite soutenu le mouvement des Gilets jaunes, il me semble. Vous trouvez que le grand débat sur le papier, c'était une bonne idée, mais qu'en fait, vous n'en attendez rien. Exactement. Donc, parce que tout simplement, je rebondis sur ce que Madame Cohen disait, au niveau du côté des personnes qui ne sont pas entendues. Je représente la communauté des mères célibataires. Et les mères célibataires, globalement, nous n'avons pas été touchés par le débat. Parce que tout simplement, il n'y a pas de proposition qui nous concerne directement. C'est-à-dire comme à vous de les faire lors de grands débats, justement. On appelle la voix du citoyen, là. On a essayé d'amener des propositions dans un premier temps. Après, c'est vrai que globalement, ça ne touche pas un assez grand nombre.
nous a-t-on répondu pour certains points. Donc après, on a répondu ça des personnes de Gilets jaunes que j'ai pu croiser, notamment, qui m'ont dit oui, mais vous n'êtes pas assez nombreuses. Sachant que, par exemple, donc je représente également le site mercélibataire.fr qui a été créé il y a 9 ans par Laurence Elali Chapuis. Donc ce site regroupe une communauté sur Facebook de 10 500 personnes donc, qui sont regroupées autour de ces thématiques-là. On a organisé une concertation avec les mères célibataires, nous de notre côté, pour pouvoir faire remonter justement toutes les demandes qu'on pourrait avoir, les perfectionner. Vous avez organisé vos propres cahiers de doléances, vos propres... Tout à fait. Donc après, on pourra vous le faire remonter, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc, et on s'est dit, on va le faire nous-mêmes, puisque de toute façon, quand on a essayé de se faire entendre, on nous a répondu que, oui, mais vous êtes... Vous avez participé au cahier de doléances dans les mairies, dans les réunions locales, vous ? Vous êtes adressé à vos élus, par exemple, et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Globalement, on a eu le même retour d'aller voir la CAF. Par exemple. La CAF nous dit que, généralement, pour retour personnel en anecdote, exemple, madame, les aides, c'est pas un salaire, aller travailler. Sauf que le monde du travail actuel demande une flexibilité et une exigence de mettre sa vie personnelle entre parenthèses. Quand on est mère célibataire, malheureusement, ça part directement avec un handicap et de la discrimination à l'embauche. Et d'ailleurs, pour participer aussi à un grand débat, j'imagine que ça a été compliqué. C'est pour ça que vous étiez peut-être assez peu nombreuses lors des grands débats. Fabienne Keller ? Moi, je suis très touchée par la situation de maman solo, c'est comme ça que je les appelle, voilà, mère célibataire. Vous vous rappelez que c'est très compliqué pour vous concrètement, hein Enfin, c'est un choix difficile de laisser votre enfant à quelqu'un d'autre pour aller à un grand débat et vous êtes sûrement une maman impliquée. Et souvent, les mamans seules se sentent encore plus redevables. Enfin, elles ont la volonté d'être des mamans. Pour rappel, c'est Fabienne Keller. Fabienne Keller, elle est sénatrice dans le Bas-Rhin, donc à Strasbourg, dont elle a été maire pendant 7 ans. Alors, il se trouve que moi, j'ai organisé un débat à Strasbourg le 9 mars, comme c'était le lendemain du 8. On a décidé de rajouter un sujet qui m'est cher, je crois qu'il est cher à Madame Cohen aussi, qui est un sujet femme. Et bien l'atelier, il a parlé des femmes. Elle a d'ailleurs déjà été députée européenne pendant 15 jours. Sont très nombreuses dans la catégorie des femmes pauvres. Et nous avons fait remonter, alors comme vous, on l'a écrit dans le site du Grand Débat, j'espère que ce sera repris, une idée qui est apparue, qui était d'intermédier la question des pensions. Puisque une dame présente a rappelé que 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées, ce qui est une des grandes explications dans la situation de fragilité des mamans. Et donc on a proposé la création d'une agence nationale qui ferait l'interface, qui paierait les pensions et qui ferait son affaire en bon professionnel. D'ailleurs, les pensions alimentaires font partie d'ailleurs des doléances qu'on a récupérées en grand nombre, tant pour la partie non versée que pour la partie aussi fiscalité. Puisque la pension alimentaire est considérée pour une maman solo comme étant un revenu qui peut la faire changer de tranche d'imposition, qui peut lui faire payer un impôt sur le revenu dont elle n'était pas redevable à la base, sachant que la pension alimentaire est faite pour nourrir l'enfant, pas pour que la mère aille promener ou aller faire la fête, comme beaucoup de pères célibataires se disent. Il y a des enfants dans le chat. Il y a une convergence, alors est-ce que ça sera suivi des faits ? Je l'espère, mais je crois que plus on est nombreux à faire connaître cette situation, et comme vous le rappeliez, peut-être pas assez connue. Et puis peut-être que vous avez une forme de discrétion aussi qui fait que vous n'avez pas forcément envie de le dire tout le temps. On va écouter Marie-Noëlle Legendre, puisqu'elle n'a pas encore parlé. Marie-Noëlle Legendre, vous n'avez pas participé au mouvement des Gilets jaunes. En revanche, vous avez participé au Grand Débat via le site internet du Grand Débat. Vous avez voulu apporter votre contribution, mais vous avez quelques bémols, quelques réticences. Lesquelles ? Alors oui, j'ai trouvé effectivement que les questions étaient vraiment fermées, orientées, donc on ne se retrouvait pas dans ce qu'on voulait en fait exprimer. Questions orientées, c'est un constat que vous partagez, vous ? En Creuse, il n'y a pas eu beaucoup de grands questions fermées et orientées. C'est compliqué après de pouvoir s'organiser pour y participer. Hein, vous souhaitiez y aller, vous n'avez pas pu ? C'est-à-dire que moi, ce que j'espère de ce grand débat, c'est que du coup, ils nous permettent de construire des solutions en fait sur les problématiques de tout le monde, des citoyens. Quelles sont les vôtres en particulier et peut-être dans la Creuse ? Alors du coup, nous en Creuse. C'est pas ma question orientée, Perceval. Je répète ce qui est dit. Il y a la question autour du transport, mais il y a aussi les questions autour de l'éducation. Enfin, je suis dans une. Donc vous trouvez les questions fermées et orientées. On a décidé en septembre de fermer une classe. Donc qu'est-ce qui se passe ? On a 27 enfants en CP1, CE2. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit maintenant il en faut 12 dans les ZEP et après on fait l'inverse dans la ruralité. Donc nous, on comprend pas trop ces choix-là et on sent clairement
clairement un petit peu délaissée. Et enfin voilà, on parle d'équité où elle est, quoi. Vous parliez de questions. Pour rappel, la dame qui parle, c'est Marie-Noëlle Legendre, elle a 36 ans, elle est ergonome. Il y avait notamment quels sont les services publics que l'on doit fermer. Or, vous dites, il ne faut pas en fermer. Non, moi ce que je dis, c'est effectivement, on en a besoin de ces services publics et du coup, nous, on vit la fermeture. Elle existe, elle se produit tous les jours. Si c'est pas un guichet de gare qui ferme, c'est une trésorerie. Si c'est pas ça, c'est un médecin qui s'en va. Enfin voilà, donc on le vit au quotidien et en fait, on se dit. Mais racontez-nous comment ça se traduit dans votre quotidien. Vous nous dites des classes qui ferment, des difficultés de transport aussi. Oui, vous êtes obligé de prendre votre voiture. On n'a que la voiture. Enfin voilà, je veux dire, faut être clair. Si on veut aller au travail, enfin voilà. Donc et après, on voit quand même et donc toutes ces difficultés qui se rajoutent, une trésorerie qui ferme. Si vous voulez y aller, vous allez faire 10 km de plus. Un médecin, vous allez, c'est pas 10, là, ça peut se compter si on parle de spécialistes en heures de transport. Donc évidemment, tout ça, c'est un poids. Donc voilà, et donc on se dit, mais ce grand débat-là, en tout cas, moi, ce que j'en attends, c'est qu'il soit à l'écoute aussi de ces spécificités-là et que demain, quand on imagine des textes, on les imagine aussi avec les spécificités du territoire, quoi. Et c'est vrai que parfois, je ne m'attends pas à ce que vous veniez, que les sénateurs soient présents sur les marchés. Moi, ce que je voudrais, c'est que autant on peut facilement échanger avec nos élus locaux, les maires, parce qu'on est sur des petits territoires. Par contre, ce qu'on ne voit pas beaucoup, c'est des vrais espaces d'échange en fait et de co-construction avec du coup comment on parle avec les élus nationaux, nos sénateurs par exemple, quoi. Ils ne sont pas nombreux, avec les sénateurs, les députés, les ministres potentiellement. Moi, ça répond vraiment à une énorme attente parce que moi, au niveau de mon groupe politique, et ça rejoint ce que vous avez souligné notamment au niveau des médecins, etc., on a décidé depuis, ça fait 1 an, de faire le tour de France des hôpitaux et des EHPAD publics pour justement aller à la rencontre des personnels de santé, des usagers. Et quand je dis personnel de santé, c'est de l'aide-soignant au chef de pôle, enfin il n'y a pas eu... Et on a échangé comme ça sur la situation dans l'hôpital et ce qu'il faudrait faire. Et on a écrit une loi cadre qu'on va peaufiner, qu'on a déjà échangé donc en faisant plusieurs réunions de travail pour que ça parte vraiment de la situation réelle. Et on s'aperçoit que, hélas, sur Twitter, avec une région touchée, ça serait plus facile, mais on s'aperçoit que les politiques qui ont été menées ont fait qu'il y a de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle des déserts médicaux. C'est vrai en zone rurale, mais moi qui suis dans le Val-de-Marne, donc une zone urbaine, c'est vrai aussi dans les zones urbaines, et c'est vrai même dans la capitale à Paris. Ça, c'était ma première remarque. Et deuxième remarque par rapport à Élodie, quand elle soulève donc la question des mères célibataires et de la difficulté effectivement à faire garder les enfants, etc. Moi, je voudrais quand même souligner et voir avec vous que ce qui est extrêmement important, et ça rejoint, les deux vous rejoignez, c'est la nécessité qu'au niveau du territoire, il y ait plus de services publics, justement. Un service public pour la petite enfance, ça aiderait. Et puis par rapport aux femmes... Vous voulez plus de services publics ou moins de services publics ? Une des très grosses revendications, c'est que nous obtenions, on est en 2019, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et l'égalité de traitement aussi. Et de traitement. Parce que par exemple, un homme qui prend un jour pour l'économie. Un homme qui prend un jour de congé enfant malade, ça va être applaudi dès demain. Une mère célibataire qui prend un congé enfant malade, elle nous gonfle avec son mioche. Globalement, c'est l'idée. Tout à fait. Donc, pareil. Les femmes dans le chat, déjà dites, je suis une femme dans le chat, et dites-nous si vous partagez ce constat-là, le constat que fait travailler pour pouvoir faire des heures tard. Élodie Di Donatella. On a demandé des services supplémentaires et des heures élargies aussi. Parce que par exemple, moi à l'école, la garderie, le maximum, c'est 18h30. Le mercredi après-midi, le maximum, c'est 18h. Déjà, il y a un problème d'une demi-heure. J'habite à Lunel, j'habite pas à Montpellier. Les loyers sont moins chers sur Lunel. C'est pas la grande ville par rapport à Montpellier. C'est une ville qui est très agréable, très bien placée. Mais en tout cas, malheureusement, on n'a pas accès à des services de nounou comme on peut avoir sur Montpellier H24. On peut pas trouver... ou alors si une nounou se déplace jusqu'à la petite ville, par exemple, le temps de trajet, il est compté. Donc ça revient beaucoup plus cher. Donc on peut pas financièrement. Oui, à travers vos témoignages, ce qui est très intéressant, c'est la réalité, telle que vous la vivez. Alors, peut-être qu'on peut dire que le Sénat a toujours été sensible aux territoires ruraux. On a beaucoup de collègues qui représentent ces territoires et qu'on a conscience qu'en fait, il y a une accumulation
de recul de services publics. C'est pas un, vous le disiez vous-même. C'est la gare qui a fermé, c'est l'école qui est un sujet extrêmement sensible, c'est le périscolaire qui apporte pas tous les services que vous souhaiteriez. Donc, moi, il me semble que le grand débat, il a permis une prise de conscience collective sur cette réalité vécue. Oui, mais pas grand-chose de concret, on est d'accord. Alors, attendons, je ne suis pas aussi désespérée que Laurence Cohen. Je pense que le gouvernement va essayer de faire des propositions concrètes, parce qu'il sent bien qu'il a besoin de répondre au terrain, aux situations, à la désespérance. On rappelle que Fabienne Keller, elle est candidate sur la liste de La République En Marche aux élections européennes. On peut se le dire. Comment découvrir aujourd'hui ces problématiques? Moi, je suis dans un mouvement Agir qui l'a dit dès le début. Il y a eu un truc avec les territoires. Bon, il y a eu une prise de conscience. Édouard Philippe, en bon élu. Agir, c'est son mouvement, c'est en gros le courant des jupéistes, des anciens jupéistes. Maintenant, il y a une vraie écoute des territoires et je pense que c'est pour cela que j'ai confiance dans les réponses concrètes. Théo, Élodie, vous voulez plus de services publics, quitte à payer plus d'impôts quand même. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites remonter. Pour le moment, non. En tout cas, sur le territoire même, non. Il n'y a pas eu de changement particulier. Il y a des grands débats qui sont organisés de manière régulière, mais sous forme d'afterwork, d'assemblée. En mode c'est sympa, on se rejoint, mais récupération politique à max, et puis on écoute d'une oreille. Et puis ceux surtout qui arrangent le mieux. Mais parce qu'effectivement, les objectifs restent les mêmes. La suppression des 120 000 fonctionnaires, Marie-Noëlle Legendre pointe un problème avec les services publics et les objectifs de l'exécutif sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé pendant le grand débat. Oui, mais on peut aussi s'organiser différemment. Moi, je pense au transport, par exemple. On peut fermer une gare, on peut aussi proposer des services alternatifs ou organiser du rabattement pour que la gare, il y ait plus de gens qui prennent le train à cet endroit-là. On n'est pas forcément crispé. Ce qui est efficace n'est pas forcément cher. Enfin, il y a aussi l'intelligence des territoires. Il y a des territoires qui inventent des choses. Je voudrais... Marie-Noëlle Legendre, peut-être, sur ce point des services publics. Moi, j'aimerais échanger là-dessus, parce que du coup, moi, ce que je comprends pas, c'est que, par exemple, on nous interroge sur c'est quoi donner une priorité à ce qu'il faudrait fermer, quel budget on devrait diminuer. Je veux dire, en tant que citoyen, c'est pas là-dessus que moi j'ai envie qu'on m'interroge. Ce sur quoi j'ai envie qu'on m'interroge, c'est sur mes attentes d'un service. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, par exemple, on parle d'éducation. Voilà, moi, je veux de l'équité dans l'éducation et surtout, je veux que l'éducation nationale s'organise pour que demain, nos enfants soient prêts à vivre sur le territoire français et qu'ils ne se disent pas juste comment je trouve un emploi et je ne suis pas prêt à ça et je suis incapable de vivre dans la société qui m'attend. Enfin, voilà, on laisse des gens sur le carreau dès la maternelle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on les accompagne pas à grandir. Je veux dire. Je voudrais entendre Théo Poulard, peut-être justement, qui a assisté à des réunions de Gilets jaunes et qui en est sorti en disant les gens attendent trop de l'État. C'est aussi un peu ce que vous entendez ce soir. Oui, c'est ça. Les gens, ils attendent toujours de l'État. Moi, c'était la question, Charles Boris. La question, c'était pour faire ce que j'ai à faire. Plus de services publics, évidemment, probablement que tout le monde en veut plus. Beaucoup de gens. Dans les Alpes, alors que j'habite en Bretagne, parce que dans les Alpes... Mais est-ce que vous voulez plus de services publics, quitte à ce que ça coûte plus cher? Semblable par rapport à Quimper. J'attends pas de l'État pour trouver des choses, pour vivre ma vie. J'attends pas de l'État. Il faut arrêter de toujours attendre de l'État. Je pense que c'est le problème actuellement en France, c'est que les gens, ils attendent toujours qu'est-ce que l'État peut me donner. On parle de transition écologique, pareil. Il faut arrêter d'attendre de l'État la transition écologique. Tout le monde, à sa petite échelle, peut œuvrer pour la transition écologique, en diminuant ses emballages, par exemple. Il y a plein de petites choses à faire soi-même. Vous pensez qu'on va résoudre la question climatique, la question écologique, avec les actions individuelles entre vos engagements? L'école, c'est clairement... Comme le dit donc la question de l'équité que vous évoquez, c'est bien à l'État de l'assurer. Là, je voudrais quand même... Alors, apparemment, vous avez une classe très chargée pour cause de fermetures récentes. Mais on peut dire quand même qu'on a un formidable personnel enseignant et que dans le monde rural... classe de 3 niveaux, quand même. Oui, mais franchement, c'est très fréquent dans le milieu rural et je vous invite à les visiter. C'est souvent de super instituts très efficaces et qui font presque de la pédagogie personnalisée avec souvent la commune qui est assez proche, qui fait les petits aménagements, enfin les accompagnements, une communauté, si vous voulez, de la population qui est très présente. Je pense que dans l'éducation nationale, il y a eu un gros problème, c'est la dévalorisation des métiers manuels. Ça, je pense que ça a été un gros problème. Moi, par exemple, je suis parti en boulangerie, mais avant, j'ai fait autre chose dans le bâtiment. Et ça a toujours été dévalorisé comme ça, les métiers manuels. Et je pense que ça, par contre, ça a été un gros problème de l'éducation nationale. De dire, toi, tu es intelligent, donc forcément, tu vas aller là. Alors que peut-être le gamin, il avait envie de faire autre chose. Vous n'êtes pas d'accord avec un métier manuel. Je voudrais juste revenir là-dessus. Enfin, je critique, loin de moi l'envie de critiquer les enseignants. Au contraire, je leur tire mon chapeau, en fait. C'est plus ça. C'est que ce qu'on voit, c'est l'implication qu'ils sont obligés de mettre pour
pour arriver à faire classe et les difficultés qu'ils rencontrent en fait au quotidien. Et quand on a beaucoup d'enfants, plusieurs niveaux, des enfants qui sont en difficulté par niveau, qu'on veut faire aussi de l'inclusion, parce que c'est le cas par exemple chez nous sur Bussière-Dunoise, voilà, on peut entendre que la charge aussi pour l'enseignant elle est compliquée. Et du coup, et c'est ça que après globalement on nous dit oui les enseignants ils sont tous absents, ils vont pas bien. Enfin voilà, mais bon, nous il y a un problème de remplaçants en tout cas sur le territoire, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, aujourd'hui il y a des classes où c'est difficile de gérer le remplacement des enseignants et donc on va fermer des classes, voire des écoles pour dire on va réouvrir des poules d'enseignants remplaçants si vous voulez. Donc du coup on a un peu l'impression qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul quand même. Donc ça c'est un peu gênant quoi. Voilà. Après je voudrais revenir sur la question du climat. Vous disiez c'est à nous en fait de gérer les problématiques de climat entre guillemets en supprimant les plastiques. Je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi il y a aussi et c'était ce qui manquait pour moi justement dans les questions du grand débat. Tout était globalement tout c'est un peu fort, mais en tout cas il y avait beaucoup de questions qui se tournaient vers ce que nous citoyens on fait ou on ne fait pas ou ce qu'on doit faire. Je suis désolée mais ça devrait aller plus loin. Enfin en tout cas voilà. Pas dit c'est que à nous, mais c'est à chacun de prendre ses responsabilités déjà en termes. Bien sûr, mais en même temps si les entreprises au départ déjà ne suremballaient pas, voilà, donc il y a aussi toutes ces... On peut peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'il faut une cohérence. Voilà. En fait, il faut des efforts des deux côtés. Des fois, j'entends des gens dire les politiques, il faut qu'ils fassent des stages chez les citoyens. Pardon. Je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, les citoyens, il faut qu'ils fassent des stages chez les politiques parce que le métier, c'est un métier, la politique. Est-ce que vous aimeriez faire des stages chez les politiques? Est-ce que vous aimeriez avoir des politiques qui font des stages chez vous? C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Vous aimeriez accueillir un sénateur à dîner? Moi, ce que je voulais dire, parce que moi, par rapport au grand débat, etc., je ne suis pas désespérée, parce que je trouve que, justement, je vais stagiaire un peu fillon. C'est que les gens se retrouvent, discutent ensemble, et de manière très large. Et pardon, vous en avez organisé vous-même? Oui. Et ils ont fait ça comme ils le souhaitaient. C'est-à-dire qu'entre ma ville, où ça s'est passé dans un quartier, et puis chez toi, ça s'est passé différemment. Je suis plutôt d'accord avec Théo Poulard sur l'idée de faire des stages les uns chez les autres. Ça a recréé ou consolidé des liens. Donc ça, je trouve ça très bien. J'ai pas de désespoir. Ce que je ne voudrais pas, c'est que, par exemple, le débat, ce soit vous, les citoyens, les citoyennes, et puis que les conclusions ne soient seulement que de la responsabilité de Macron qui décide ce qu'il veut sans entendre. Ça, c'est ma première remarque. J'irai dormir en circo. Ma deuxième remarque, c'est que je trouve que, si vous voulez, il y a des responsabilités, bien sûr, individuelles, etc. Il y a une éducation à faire des citoyennes et des citoyens, ça, évidemment. Mais il y a quand même, collectivement, on est sur Public Sénat, hurle mort, des décisions politiques à prendre. Or, les décisions politiques, là, quand vous parlez comment dirais-je, de l'éducation nationale, eh bien, il y a quand même un problème en ce moment. Et ce ne sont pas les enseignants. C'est que, par exemple, on dit dédoublement des CP. C'est très bien. Dédoublement des CP, des CE1, c'est très bien pour mieux apprendre, etc. Mais à condition de ne pas le faire à moyen constant. À condition que ça soit avec des enseignants, mais pas suffisamment. Parce que moi j'ai vu, en tout cas dans le Val-de-Marne, où finalement CP, il y a eu l'étau, on va dire, qui s'est desserré. Tu penses que le chat est biaisé, Fafaï Lama? Et du coup, je t'invite à partager le lien de cette émission sur tes réseaux sociaux pour débiaiser le chat. Fonctionnaires qui sont sur la sellette pour être supprimés, comment voulez-vous faire fonctionner les services publics? Il nous reste quelques minutes. Très concrètement, vous en attendez quelque chose? Vous pensez qu'il faut supprimer des fonctionnaires ou qu'il faudrait rajouter des postes? Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, justement, on ne sait pas. Enfin, on sait pas comment. Moi, j'aimerais bien qu'on ait, par exemple, à la limite, une consultation sur des propositions qui ressortiraient de ce grand débat. Quand tu veux, Charles Maurice. J'imagine qu'il va y avoir une concentration des propositions pour en sortir quelques axes. Rajouter des postes. Donc oui, quand vous n'êtes pas vraiment d'accord avec les axes du gouvernement qui, lui, souhaitent supprimer des postes de fonctionnaires. Une consultation, en tout cas qu'on puisse donner notre avis sur les priorités, par exemple. C'est pas oui, non. C'est pas oui, non. Vous souhaitez marquer... Les propositions ressortent, et puis finalement, comment est-ce que les citoyens et les citoyennes les classent, ou les priorisent, ou voilà. Élodie, donc je rejoins également Marie-Noëlle sur ça, par rapport à ça. Justement, d'avoir des propositions, mais avec de manière un petit peu plus étayée. Par contre, peut-être avec, OK, on vous propose ça.
Pour arriver à ça, il faut que d'un côté, nous, on fasse ça et que vous fassiez ça. Tout simplement. Dire ça, nous, ça nous engage, par exemple, à mettre... Ça vous concerne très directement sur votre quotidien, pas du tout sur les élus, sur les institutions. Sur l'ensemble, sur le global. De manière globale. C'est-à-dire qu'on a Joëlie, tu relances le jugement majoritaire pour donner ton avis sur les priorités. Pérenniser au niveau du 21e siècle, parce qu'à un moment donné, on est dans l'Europe, on est un pays qui est censé évoluer. Donc, pour pouvoir évoluer correctement, il faut qu'on puisse proposer des solutions efficaces qui mettent en œuvre à la fois le gouvernement, les politiques, mais en même temps les citoyens. Parce que, comme je suis assez d'accord avec tout le monde doit être mis à contribution. Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, ce que j'attends du grand débat, c'est qu'il y ait des avancées qui nous touchent, nous tous et nous toutes. Mais surtout que le mouvement des Gilets jaunes, il s'arrête. Parce que moi, ce qui me fait peur, et c'est là tout l'enjeu de la question, c'est est-ce que le mouvement des Gilets jaunes s'arrêtera si le gouvernement n'accepte pas toutes leurs revendications? C'est là tout l'enjeu de la question. Et on va s'arrêter sur cette interrogation. Juste une petite chose, parce qu'on ne l'a pas dit, il y a quand même besoin aussi de... Parce que vous avez beaucoup parlé d'injustice, d'inégalité en tous les cas, il y a quand même besoin que le gouvernement prenne des mesures pour notamment... On doit s'arrêter, Laurence contre la fraude fiscale, c'est quand même... Eh bien c'est dit, parce qu'on va laisser la parole à... Je vais vous reposer la question, mais vous pensez qu'il faut que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, comme le proposait Théo Poulard? Traité au jeu de dialogue citoyen. On enchaîne avec notre troisième partie. On va accueillir nos 5 prochains invités. Oui, mais d'abord, nouveau détour par la régie où on retrouve Hugo Travers. Cher Hugo, comme tout à l'heure, vous allez nous faire un qui fait remonter vos avis. C'est pour ça que je vous pose des questions en permanence. Internautes, réactions, commentaires sur ce qu'il dit en plateau ce soir. Quelle est la tonalité? Et encore, là, pour cette demi-heure, il s'est passé beaucoup de choses aussi sur le chat. Et ça a commencé avec cette question, toujours sur le grand débat. Est-ce que c'est de la com ou pas? C'est une question qui est beaucoup revenue. Et là aussi, il y a eu beaucoup de réactions. Et notamment sur la question des nouveaux mouvements qui commencent à émerger. Sur la question, par exemple, des foulards rouges. Il y a eu déjà beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que c'était les foulards rouges. Certains connaissaient, d'autres non. Mais surtout, il y a quelque chose qui ressort. Pour les foulards rouges comme pour les gilets jaunes, il y a un manque de représentants et du coup un manque de clarté sur quelles sont concrètement les revendications. Il y a eu la situation des mères célibataires. Beaucoup de gens ne savaient pas forcément la question de la situation des mères célibataires aujourd'hui. Et donc la parole ici de Elodie notamment était très importante de ce point de vue-là. Et sur le chat, ça a fait beaucoup réagir. Une question qui a été posée, c'est la question des cahiers de doléances, puisque vous en avez parlé aussi de votre côté. Est-ce que vous avez participé au cahier de doléances au sein de votre mairie? Là, la réponse était quasiment unanime. Non, quasiment personne en tout cas dans le chat n'a participé. Par contre, certains ont participé en ligne. Et là, ils regrettaient qu'il y avait certaines questions qui étaient assez orientées et que du coup, ils se sentaient un petit peu piégés dans ce grand débat. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. La question évidemment des services publics est là aussi beaucoup revenu. Est-ce qu'il faut plus ou moins de services publics et surtout de quelle façon? Déjà, il y a eu un petit peu de résignation chez certaines des personnes dans le chat. Caporal 100 par exemple, qui a dit, je cite, « Ça me paraît un petit peu utopique personnellement. Je pense que maintenir ceux qu'on avait jusqu'à maintenant, ce serait déjà une belle victoire. » Donc il y a un peu de résignation et de se dire, on va rester déjà avec ce qu'on a et ce serait déjà une belle avancée. Et il y a un accent qui a été mis évidemment sur le monde rural comme de votre côté sur le plateau. Et une question, comment est-ce qu'on va financer aussi ces services publics? Est-ce qu'on le finance avec des impôts? Et si jamais c'est des impôts, qui va payer? Il ne faut pas que ce soit les plus démunis qui payent encore une fois. Et enfin, et là c'est quelque chose qui a fait énormément réagir là aussi dans le chat, ce sont les propos de Théo Poulard qui, sur la question du climat, dit que en gros, il faut arrêter de demander à l'État d'agir et que c'est à chacun, c'est surtout à chacun en tout cas, d'agir de son côté. Ce à quoi beaucoup ont répondu non, ce n'est pas suffisant, l'action individuelle ne suffit pas et voilà, il faut surtout l'action de l'État. Et je finirai du coup avec cette citation de Le John qui dit à un moment donné, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire en écologie et la politique des petits pas avec la culpabilisation des citoyens, ça suffit, surtout quand ce sont les industries qui polluent le plus. Voilà, c'était un propos parmi d'autres sur cette question, je reviens tout à l'heure. Un propos qui était quand même plutôt assez représentatif de ce que vous nous disiez tout à l'heure dans le chat. Et on passe au troisième plateau. Vous avez 55 ans, vous êtes maire sans étiquette de Fercé-sur-Sarthe, vous êtes président des maires ruraux de la Sarthe, vous avez organisé un grand débat, vous nous expliquerez comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé. Je précise pour nos téléspectateurs que vous avez même déjeuné avec d'autres élus et Emmanuel Macron, vous allez nous raconter. Et oui, Joseph Antonin. Il est sapeur-pompier par ailleurs. Vous avez 62 ans, vous avez été sous-officier de la gendarmerie pendant 32 ans. Vous êtes président de l'association des retraités Gilets jaunes unis, basée à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Vous nous direz ce que c'est. Vous avez participé à plusieurs débats sous plusieurs formes, plateformes, cahiers de doléances. Vous avez même écrit à Emmanuel Macron. Vous nous raconterez tout ça. Jennifer Chartier, bonsoir. Bienvenue à vous également. Vous avez 40 ans. Vous habitez à Douai, dans le Nord. Vous êtes sans emploi. Vous n'avez pas participé au mouvement des Gilets jaunes. En revanche, vous avez participé au grand débat. Vous en avez même organisé un en février avec des Gilets jaunes et vous nous raconterez ce qu'il en est ressorti.
Et face à vous, 2 sénateurs. Bonsoir Martin Lévrier, vous êtes sénateur La République En Marche des Yvelines. Et Catherine Morin-Desailly, bonsoir, bienvenue. Vient de Versailles, Martin Lévrier. Centriste de la Seine-Maritime, présidente de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Elle vient de Rouen. Avec vous, Dominique Dumont, puisqu'on le disait, vous avez eu la chance, l'honneur, vous nous le direz, de déjeuner avec Emmanuel Macron à midi, avec d'autres élus de votre région. Alors racontez-nous, comment s'est passé ce déjeuner ? Écoutez, c'était forcément agréable. Catherine Morin-Desailly qui avait été reçue sur Acropolis. C'était forcément assez sympa. Sur question au sénateur. Écoutez, on a rencontré un président de la République qui fait un diagnostic assez objectif de l'état de la France. On voit que le grand débat est passé par là et que la vision qu'il a de nos territoires, elle est à peu près juste. Mais quand vous dites on voit que le grand débat est passé par là, ça veut dire que sa vision a changé? Oui, je pense que Emmanuel Macron a une vision juste des territoires. Se tremper un peu avec les territoires l'a obligé un peu à se remettre en question. Donc le diagnostic qu'il fait est vraiment le bon, à mon sens. Après, la grande question, c'est... Partagez cette observation. Vous avez donné un début de réponse? Oui, alors il nous a donné un début de réponse. On voit qu'il a quelques idées en tête, on voit qu'il a quelques propositions sur les sujets qui préoccupent le plus les habitants de nos communes, comme la mobilité, la santé, l'inclusion numérique, enfin tout ce qui est dématérialisation, le service public. Mais d'un autre côté, moi qui me promène de temps en temps dans les ministères... Il a parlé publiquement, Macron, pour conclure le grand débat, pas encore. Vraiment de la capacité qu'aura l'État, c'est-à-dire que les gens qui sont en dessous du président de la République, pour mettre tout ça en application, car on voit bien qu'il y a une certaine inertie dans tout ça et que ça demandera... Hélas, vous n'avez pas été rassuré aujourd'hui par Emmanuel Macron? Alors par ses propos et son diagnostic, oui, mais par les propositions qu'il fera et puis derrière l'application qui sera faite dans les préfectures, ça c'est une autre question. Martin Lévrier, vous qui représentez La République En Marche, qu'est-ce que vous avez à répondre? Que visiblement, monsieur le maire en sait plus que moi, puisqu'il a rencontré le président Macron plus récemment que moi. En revanche, j'ai peut-être un autre regard, et je vous donne un contre-exemple de ce que vous dites, qui est pour moi une réforme qui est très importante, puisque je l'ai portée au Sénat et j'y tenais beaucoup, c'est toute la réforme de choisir son avenir professionnel, et en particulier l'apprentissage et la formation continue, où, quelque part, en moins de quelques mois, on a fait une révolution, une véritable révolution, on a tout changé dans la logique de l'apprentissage, alors qu'on pouvait penser que c'était inamovible, que tout le monde était habitué à ce système qui marchait pas bien, mais qui fonctionnait comme il pouvait. Et en quelques mois, on a tout changé. On a 40% de demandes en plus en apprentissage. La loi va être vraiment mise en place cette année. Et on peut croire vraiment que quand on veut... Alors ça se fait pas en 2 minutes. Pour faire le lien avec notre émission de ce soir autour du grand débat, vous diriez que justement la période charnière qu'on a vécue a été un tournant et peut-être a aidé à faire évoluer les choses? Je pense que la période est charnière. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes au tout début a été un élément déclencheur d'une nouvelle prise de conscience, d'une nouvelle réflexion à prendre. Ça me paraît évident pour nous tous, mais qu'on soit de droite, de gauche, du milieu, de tous les côtés, je crois que le débat de tous les Français, un besoin de tous les Français, on l'a vu, de débattre et de se réapproprier la chose publique, et ça c'est extraordinaire. Vous l'avez senti vous aussi, Dominique Dumont, lors des débats que vous avez organisés? Oui, on voit bien que les gens se sont remis à penser à leur avenir à travers les institutions, donc qui était la commune au tout départ. Est-ce que le grand débat vous a permis, vous, de vous intéresser un peu plus à la vie politique? Est-ce que ça vous a incité à... L'instruction civique a été... Je sais que le chat est biaisé, évidemment. Un peu de caricature, mais beaucoup de sagesse quand même. Alors évidemment, il y a quelques excès, mais c'est cela qu'on retient, c'est dommage, parce que la grande majorité des gens qui s'expriment avec sagesse, ne demandent pas la lune, ne demandent juste d'être considérés comme des citoyens. Vous demande, alors vous avez mis en place des cahiers de doléances, vous avez été une des premières communes de votre région à le faire, vous avez organisé un grand débat, Rebecca le disait, qu'est-ce que vous disent vos administrés? Ils demandent d'être considérés de la même manière qu'on vive à la campagne ou à la ville, et puis d'être considérés de la même manière également qu'on soit en bas ou en échelle sociale, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, que tout ce qui est services de proximité, services publics, la santé, la mobilité, je me répète, sont des sujets qui les préoccupent et qui leur demandent, ils en ont besoin. Alors, Joseph Antonin, vous êtes président de l'association des retraités Gilets jaunes à Aix-en-Provence. Et vous, alors on l'a dit, vous avez tout fait. Les manifs, l'association, une lettre au président de la République, plusieurs grands débats, contributions sur la plateforme, sur les cahiers de doléances. Petite correction. Dites-moi. Le grand débat, non. Vous n'y avez pas participé? Non. Pourquoi? Parce que... Non, mais vous avez participé à tout le reste, alors pourquoi pas le grand débat? Parce que le problème, c'est que on a voulu aller à un grand débat. Ouais. Franchement, non, ça arrête quoi. Pourquoi? Ça arrête. Pourquoi moins que les cahiers de doléances Les cahiers de doléances, oui. Pourquoi? Parce que là, c'est formalisé. Sur les cahiers de doléances, nous, notre lettre a été posée sur les cahiers de doléances dans plusieurs communes. Voilà, c'est écrit, c'est marqué, c'est dans le marbre. Les débats,
Moi, papoter pendant 1h30, 2 heures, refaire le monde, alors qu'avant le grand débat, on a expliqué en long, en large et en travers ce qu'on voulait, je ne vois pas l'intérêt, franchement. Vous êtes d'accord avec lui? Je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, vous comprenez ce qu'il dit? Des personnes... Est-ce que vous le partagez surtout? Participer. J'espère que le mix cahier de doléances, grand débat, accouchera d'autre chose qu'une petite souris. C'est le souhait. Hein. Parce que vous croyez à un revirement d'Emmanuel Macron dans sa politique? Franchement? Bah oui, on est là pour être franc. Vous savez, à mon âge, j'ai longtemps que j'aurais plus. Hein. Vous n'y croyez pas? Martin Lévrier, ça appelle une réponse de votre part. Et alors, est-ce que vous croyez, vous, à une inflexion de la politique d'Emmanuel Macron dans le chat? Juste grand débat. Pourquoi parler de revirement? Je suis désolé, il y a dans notre politique toute une branche sociale qui est forte. Je ne vais pas y revenir, mais en quelques mots quand même. Les 10 milliards qu'on a mis sur la table au mois de décembre. Exemple simple, toutes les revalorisations qu'on a faites, voilà. Donc il y a une part sociale qui est importante, très importante, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais je ne parle pas de revirement, je parle d'évolution et de meilleure compréhension. Catherine Morin-Desailly. Les 10 milliards qu'on a mis sur la table, c'est, je le rappelle, en mesure d'urgence. D'ailleurs, au Sénat, La République En Marche n'a pas voté cette disposition, s'est abstenue. Les autres groupes politiques l'ont voté. C'est moi qui l'ai défendu. Au Sénat, c'est moi qui l'ai défendu, donc on l'a voté à l'unanimité. Peu importe, mais peu importe. Non, on peut regarder les résultats. Vous disputez pas. Non, ça c'est pas mal. Pour moi, c'est de manière structurelle qu'il faut résoudre. Je vous rappelle, Catherine Morin-Desailly, elle appartient au groupe UDI, les centristes. Économique et social, on y a répondu. Enfin, au groupe Union centriste et au parti Les Centristes. J'étais très touchée par ce que vous avez dit, Monsieur le maire. J'ai participé. Martin Lévrier, lui, il appartient à la République En Marche. Grand Bourgtheroute, puisque je suis normande, et ce que les maires ont évoqué ce jour-là, les questions, les problématiques qu'ils ont remontées au président de la République, c'est ce que vous avez tout à fait évoqué, monsieur le maire. Ce sont des sujets qu'on connaît assez bien dans cette Assemblée et que l'on a cessé ces 3 dernières années de remonter. Le président du Sénat a même écrit à l'époque à François Hollande pour lui dire attention, il y a une France qui est en train de décrocher, il y a urgence, il y a le feu à la maison, il faut agir de façon assez urgente et on l'avait d'ailleurs vu en préparation de la loi de finances, cette hausse de la taxe sur les carburants. La loi de finances, je rappelle que c'est le budget annuel de la France. La France la plus fragilisée par rapport à tout ça, c'est pas tenable. On n'a pas été entendu. Cette histoire de la CSG, la hausse de la CSG pour les retraités. Hein, on a dans sa famille chacun des retraités autour de nous. On voit bien la problématique. Est-ce que vous avez des retraités dans votre famille? Ce que ça pose. Et d'ailleurs, je trouve qu'une société qui ne prend pas assez en compte la question de ces seniors. Est-ce que vous envisagez votre retraite pour les plus jeunes parmi vous? Est-ce que vous envisagez aussi votre... Vraiment pour moi qui est à la hauteur. Est-ce que la question de votre retraite, c'est un truc qui trotte dans votre tête ou pas du tout? Ce que vous avez dit, monsieur le maire, et qui ressort de tout ça, c'est que et le terme cahier de doléances me frappe parce qu'il renvoie à des temps antérieurs, avant la Révolution française, où on avait, comment dirais-je, des rapports de vassalité avec un seigneur. Il semblerait que la France finalement n'ait pas changé et gouvernée de façon extrêmement monarchique. C'est votre impression, c'est pas la mienne. Et cette 5e République où tout tourne finalement autour du chef de l'État, moi me pose problème. Je pense que il faut qu'on évolue dans notre façon. C'est un dialogue. Voilà, de faire de la politique, de prendre les décisions, de faire que les citoyens. Vous êtes nombreux à penser que vous n'aurez pas de retraite en fait. Débat, que la participation citoyenne nourrisse le Parlement. Alors, justement, on va les écouter, ces citoyens. Catherine Morin-Desailly, vous aurez la parole à nouveau tout à l'heure. Madame, Monsieur le Sénateur, vous êtes de grands. Comment on dit Orateur. Voilà, cherchez le mot, merci. Non, pas tant que ça. Nous, ça fait surtout moi. Moi, je suis un Pékin de 62 ans. Ça fait, depuis l'âge de 18 ans que je vous écoute tous, de tous bords. Je n'ai aucun parti, je n'ai aucune acquaintance politique, rien. Il y a longtemps que ça ne m'intéresse plus tout ça. En revanche, il y a une chose qui m'a fait réagir. Je vous l'ai dit, je suis un ancien du BTP, un ancien de la gendarmerie, un ancien attaché territorial, un ancien agent immobilier. Vous avez fait beaucoup de choses. Je me suis bien amusé. Donc moi, j'étais parti pour être retraité tranquille, peinard dans mon coin. On vient me solliciter, je suis venu, mais je suis venu pour vous dire quelque chose. Vous avez remarqué que dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de retraités. Alors moi, je veux bien que la justice sociale se fasse, mais entre l'affichage et la réalité, il y a une grosse différence. Les retraités, monsieur le sénateur, puisqu'on en a un peu parlé tout à l'heure, les retraités ont été floués
pendant la campagne électorale, M. Macron s'était élevé contre M. Fillon, qui sur le coup-là avait été honnête, entre guillemets, en disant que... Hashtag grand l'argent. M. Fillon disait qu'il fallait travailler sur les retraites, et M. Macron s'était élevé en disant non, surtout pas les retraités. On ne touche pas aux revenus des retraités. Du coup, rassurez-vous, moi je n'ai pas voté ni pour l'un ni pour l'autre. Mais du coup, les retraités en masse ont fait confiance à M. Macron. Emmanuel Macron a trahi les retraités, c'est ce que nous dit Joseph Antonin. M. Macron, une fois élu, c'est-à-dire pendant la campagne, il leur a caressé l'épaule, et une fois élu, il nous a mis une grosse claque derrière la tête. On va peut-être laisser répondre Martin Lévry, puis ensuite donner la parole à Jennifer. Vous partagez ce constat cette impression de trahison que Macron a trahi les retraités? Le principe de la CSG, le président Macron l'avait déjà annoncé pendant sa campagne. Non, je parle de la CSG, elle était pour tous. J'ai fourni des vidéos, il n'en a pas parlé. Mais sur la CSG, je vous dis que si après qu'il ait dit les revenus, je n'y touche pas, il l'a dit aussi, je ne le nie pas. Mais sur la CSG, il a dit aussi que ça serait pour tous. Alors je reviens à la retraite. Je crois très fortement au principe de la solidarité. La solidarité en France des jeunes vers les anciens, puisque la retraite c'est ça, quand on cotise pour ceux qui sont en retraite et pas pour soi-même. En principe c'est ça. C'est ça en principe, c'est même beaucoup plus que ça, parce que si on cotisait pour soi-même, on pourrait faire un petit calcul, mais on cotiserait grosso modo pour 8 ans de retraite, donc on serait quand même sacrément embêté. Donc on cotise, et la solidarité elle est là. L'idée c'était de dire, on a un besoin de solidarité aujourd'hui, et des retraités. Heureusement qu'il y a eu la loi d'urgence sociale, parce que là je vous rejoins. La première année, quand on a imposé la CSG à toutes les retraites, même nous, le sénateur Larème, on l'a dit aussi, là on va trop loin, il faut faire un effort. Ça a été rectifié cette année, avec application au mois de mai, rétroactif, bien. À partir du moment où on demande un effort aux retraités qui touchent plus de 2 000 euros, je parle d'une personne seule, on va pas... Souvenez-vous qu'au début, c'était pas 2 000 euros. Oui, c'est ce que je viens de dire. 2 000 euros, un effort de 1,7% de son salaire de 2 000 euros pour permettre aux actifs de ne plus payer de cotisations sociales, ça me paraît essentiel. C'est-à-dire qu'on revalorise le travail et on demande un effort de solidarité des deux côtés. C'est simplement ça. Donc ce qu'on a demandé aux retraités, c'est ça. Tout retraité qui gagne plus de 2 000 euros par mois, on lui demande un effort... net, là je parle de net, le 1000 euros net, un effort de 1,7%, on va dire 2% pour faire vite, 40 euros par mois. On va donner la parole à Jennifer Chartier. Jennifer, vous avez organisé un grand débat. Vous trouvez qu'on ponctionne trop les retraités, le 16 février dernier. Vous avez invité des Gilets jaunes à ce grand débat. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vous vous en foutez? Vous ne vous sentez pas concerné? Lorsque on a mis en place le grand débat à Douai, donc on a été à la rencontre des Gilets jaunes de Douai pour les convier à ce débat. Et pour certains, ils ont accepté volontiers d'y participer. Pourquoi cette démarche? Pourquoi avoir voulu vous-même organiser un grand débat? Vous y croyez? Vous, sur le papier, c'était quelque chose qui vous séduisait? Alors, pour l'avoir organisé pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le maire de notre commune ne souhaitait pas mettre lui-même en place le grand débat, parce qu'il ne voulait pas mêler les affaires locales aux affaires nationales. On respecte tout à fait son choix, voilà. Donc, mais il avait dit, par contre, j'aiderai à mettre en place, j'aiderai ceux qui le souhaitent à mettre en place ce débat. Donc, c'est facilitateur. Tout à fait, tout à fait. Ça a été le cas. Il nous a mis à disposition une salle. On a eu un peu de communication faite. Je ne dis pas que ça a été à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, mais en tout cas, ça a été quand même présent. Alors, quel bilan vous faites, du coup, de ce grand débat ? Il est assez mitigé malgré tout, le bilan. Mitigé pourquoi? Parce que on s'est rendu compte lors de la rencontre avec nos concitoyens qu'il y avait quand même une très forte confiance perdue envers les élus, quels qu'ils soient, à toute échelle, vraiment. Il y a un manque de confiance totale aujourd'hui, ce que je déplore et qui est regrettable parce que de toute façon, s'il y a un manque de confiance, il n'y a plus de communication non plus. Et à partir du moment où on perd cette communication, on ne peut plus avancer dans les projets. Il n'y a plus d'investissement de la part des citoyens dans leur vie citoyenne elle-même et les élus finissent par agir
seuls, entre guillemets, en tout cas avec leur propre entourage. Et les citoyens de loin, finalement, réagissent en disant non, ça ne me convient pas, tout ça. Mais, voilà. Et on finit par se perdre. Concrètement, qu'est-ce qu'on demandait lors des grands débats auxquels vous avez assisté? On vous disait, alors il faut moins d'élus, il faut baisser le nombre de parlementaires. Ils l'ont dit, oui, bien sûr qu'ils l'ont dit, bien sûr. Ça, forcément. Vous êtes d'accord avec ce... Oula. Je ne sais pas si vous avez vu Joseph Antonin qui soufflait. Mais on vous le demandera. Vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut baisser ou augmenter vous pensez qu'il faut baisser ou qu'il faut augmenter ou garder constant le nombre de parlementaires, vous? Pour diminuer les frais de fonctionnement de l'État. Ce qui n'est pas prévu, il me semble. Ce qui n'est pas prévu, effectivement. Et je pense La baisse du nombre de parlementaires est prévue, mais à moyen constant. Voilà. Salut Usul. Alors les sénateurs, on a eu avant un LR, un PS. Urgent. Une Agir, Fabienne Keller, qui est candidate aux européennes sur la liste En Marche. On a eu une PCF. Les élus et là, actuellement, les deux qu'on a, c'est Martin Lévrier, La République En Marche, et Catherine Morin-Desailly, les centristes. Les élus qui ont perdu le plus de confiance, pour plusieurs raisons. En tout cas, c'est ce qu'on en a conclu. La première, c'est je rappelle qu'il y a eu 3 plateaux d'une demi-heure avec à chaque fois 2 sénateurs, 3 citoyens. Par les citoyens eux-mêmes, ce n'est pas un suffrage direct. Et donc, de ce fait-là, on ne connaît pas finalement nos sénateurs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de nos députés. Nous, on a un député sur place qui est fort présent, qui est là, qui communique sur ce qu'il fait. On a un bilan tous les ans. Il réagit même au niveau de la vie locale. Enfin, voilà, on le voit présent, on le voit agir. Donc, je pense que déjà, le fait que ce soit un suffrage indirect éloigne vraiment le lien existant entre les citoyens et les sénateurs. On va juste laisser répondre les sénateurs sur ce point. Après, les plus d'élus, majoritairement dans le chat. Nos électeurs, ce sont les maires. Monsieur le maire pourrait en témoigner. Donc on est en prise constante avec les maires dans nos départements. Effectivement, elle parle des sénateurs. Constante avec vous. Les sénateurs sont élus notamment par les maires et conseillers municipaux. Indirect, vous avez eu raison de le souligner. À la différence d'un député, d'ailleurs, la circonscription du coup est plus grande puisque c'est un département. Et je peux vous dire que nous sommes le plus possible présents sur le terrain et dans l'hémicycle, parce que si on n'est pas dans l'hémicycle à voter les lois, on nous accuse d'absentéisme. Et de les préparer, les lois. Voilà, donc il faut qu'on se répartisse notre temps de manière la plus utile à nos concitoyens possible. Mais vous savez, peut-être doit-on faire davantage de publicité. Donc vous voulez qu'on réforme le fonctionnement, mais vous voulez plus d'élus, majoritairement dans le chat quand même. Les gens, y compris qui rentrent comme ça, spontanément. Et il m'arrive très souvent d'avoir des administrés qui viennent me parler, j'essaye d'apporter des réponses à leurs problématiques, mais surtout notre rôle, c'est aux côtés des maires d'écouter la manière dont eux-mêmes répondent aux besoins de la population. Monsieur parlait des services publics. Moi, je préside la commission éducation, c'est là. Donc, je travaille beaucoup sur la question de l'école. Aujourd'hui, c'est une grande préoccupation en milieu rural. Quand les hauts fonctionnaires... Alors non, c'est pas complètement terminé le grand débat Usul. Les contributions sont terminées, elles se terminent le 18 mars. Là, il y a eu des conférences citoyennes régionales. Dans les campagnes, moi je dis stop, non. Ces derniers week-ends. La ruralité qui vous est cher. Il reste encore un débat au Parlement qui doit se tenir début avril et la publication des synthèses courant avril. Pour répondre aux attentes des habitants de ces territoires et les maires. Et effectivement, ce plateau sert plus de débrief que... Et les maires nous alertent là-dessus. Donc sachez que nous sommes en prise directe avec les problématiques que nous remontent les élus. Sans doute faut-il mieux le faire savoir. Et je voulais vous dire que le président du Sénat, dans le cadre de cette réflexion sur une démocratie beaucoup plus le président du Sénat, Gérard Larcher, pour faire la loi, voter les budgets, pense qu'on devrait avoir qui appartient au parti Les Républicains, donc la droite, des citoyens de saisir le Sénat sur des missions d'enquête qu'on devrait faire pour des sujets qui les intéressent et des questions. Je voudrais juste peut-être que... Deux choses, revenir sur l'image qu'ont les parlementaires, globalement, et même les présidents de la République, par rapport au cahier de doléances et puis au grand débat. C'est vraiment, pour les présidents de la République, une retraite qui exaspère beaucoup de citoyens. Et puis derrière, pour les parlementaires, je pense qu'il faut être attentif aux symboles. Alors c'est vrai que si on réduit le nombre de parlementaires ou leur budget, ça va être anecdotique dans le budget national. Mais malgré tout, c'est vraiment très symbolique. Et je pense que ce serait une erreur de ne pas prendre ça en compte, car derrière, les gens ne comprendraient pas. Donc j'entends bien de garder à budget constant et de diminuer le nombre de parlementaires pour qu'ils aient plus de moyens pour travailler. C'est une excellente idée d'un regard d'un maire, mais pour le citoyen, je pense que ça sera compliqué à admettre. Puis sur l'école, c'est de dire que, par exemple, un département comme la Sarthe, avec une grosse agglomération qui est Le Mans, et donc avec un département tout autour qui est rural, on a de nombreuses classes REP et REP+ à dédoubler.
Donc, ce qui fait que le directeur académique n'ayant en nombre de postes 0 est obligé de fermer des écoles en milieu rural pour les rouvrir en milieu urbain. Donc, on voit bien que le choix politique qui a été fait, qui était un choix précédent du gouvernement précédent, de dédoubler les classes de CP et CE1, qui a été reconduit par le gouvernement Macron, enfin le gouvernement Philippe, pardon, c'est une grosse erreur et c'est ce qui impacte nos territoires ruraux. Martin Lévrier. REP, c'est réseau d'éducation prioritaire. Sur le rôle des élus, excusez-moi, quelques secondes d'abord. C'est le nouveau nom des ZEP. Politique, il y a encore 17 mois, j'étais un citoyen comme vous et je me suis présenté à l'élection sénatoriale en étant que conseiller municipal. Donc je viens de la vie active, je ne suis pas un... Tout le monde vient de la vie active. Oui, mais, pas dans une logique de monter au Sénat quand même. En règle générale, vous avez plus d'expérience que moi et je sens des lacunes. J'étais professeur d'anglais. Martin Lévrier, il était conseiller municipal de Versailles avant. Donc on fait partie des rares. Bien. Pour vous dire, vous avez dit tout à l'heure que... D'ailleurs, je dis avant, il l'est toujours. Souvent, mais qu'il fallait moins de sénateurs. Donc, je vous dis déjà, pour moi, il y a un peu une contradiction entre les deux, parce que si, pour nous voir un peu plus, il faut qu'on ait un peu plus de temps. Si on est moins nombreux, on aura encore moins de temps. Moi, je ne vous cache pas que j'ai 259 communes dans mon département. J'essaye de voir tous mes maires. En 15 mois, j'en ai vu. Il a été élu sur une liste La République En Marche. J'ai fait 50 000 kilomètres. Il n'a pas été élu par un autre parti, ensuite il a changé de démultiplier parce que du jour au lendemain, on aime politique. Oui, il y a une méconnaissance peut-être de la réalité aussi. C'est ce travail, on le fait. Vous entendez cette contradiction, ce paradoxe ? Et le deuxième point, quand on parle de réduction, moi, là aussi, je suis très prudent. C'est comme si vous aviez des problèmes budgétaires chez vous avec une maison qui est une passoire énergétique et qu'on vous dise, madame, pour faire des économies, il ne faut plus prendre de café le matin. Voilà, c'est à peu près ça, parce que le Sénat coûte 5 € par an et par Français. Bon, alors je vous donne ça. Vous voyez, je veux bien qu'on fasse des réductions, mais je pense qu'il faut chercher les économies d'abord dans les grandes masses les plus importantes. Et là, il y a beaucoup de travail. J'ai plein d'exemples. Il peut y avoir entendu. Je vous donne un exemple. Ce sont ce qu'on appelle les actes inutiles en médecine, où on vous fait passer un scanner et puis le lendemain, vous voyez un autre médecin qui vous dit ah mais le scanner est pas bon, allez en repasser un et ainsi de suite. C'est 80 milliards. Juste Martin Lévrier, on va écouter Jennifer sur la contradiction que vous avez soulevée. Vous voulez voir plus vos élus, mais en même temps, vous en demandez moins. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ? Non, parce que l'un n'empêche pas l'autre. C'est vraiment une question de communication, je pense. Et comme vous l'avez souligné, de toute façon, aujourd'hui, les concitoyens ne savent pas finalement ce que font aujourd'hui nos élus, en fait. Voilà. Et le lien, par exemple, que vous avez avec... Vous savez ce qu'ils font, vos élus, vous après, certains d'entre vous suivez Acropolis, donc forcément, évidemment, vous savez, mais parmi ceux d'entre vous qui sont les plus récents dans la communauté Acropolis, s'il vous plaît. Vous avez le sentiment de savoir ce que font les élus ou pas ? Par rapport aux lois qui arrivent, voilà, il n'y a pas besoin qu'on m'explique. Je regarde le journal officiel, je vois ce qui sort, et je vois. Et je me dis, ils ont encore bien bossé. Merci. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas que les lois. Non, bref, quoi qu'il en soit, après, il faut quand même rentrer dans le vif du sujet. Les gens, qu'est-ce qu'ils demandent là ? Moi, je parle des retraités, gilets jaunes et les sympathisants. Parce que là, il faut voir, les médias se sont focalisés sur les violences et ils ont complètement ignoré. Le mien, oui, pas grand-chose. C'est qui ton élu, Sorbiou ? Tes élus. Que nous, je vois à Marseille, on va manifester, il n'y a pas de casse, les médias n'en parlent pas. Alors, on est là pour parler du fond, donc allez-y. Voilà. Vous avez écrit, vous, Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a en quelques mots dans votre lettre ? En gros, premièrement, les élus, moi j'ai rien contre les élus, je voudrais que ce ne soient pas des élus, par exemple, prendre l'Assemblée. Je ne parle pas du Sénat parce que franchement, vous avez redoré votre blason. Dernièrement, chapeau, pas de problème, vous avez tenu la route. Il n'aime pas. En revanche, l'Assemblée nationale, il y a un truc qui n'aime pas Martin Lévrier. Alors qui m'interpelle. Parce qu'évidemment, il parle probablement de l'affaire Benalla. Ce sont les députés, la majorité, on élit une majorité de députés qui est à la botte du président. C'est complètement anormal. On a inversé. Et tout ça avec le quinquennat. Je sais bien que ce n'est pas la REM, c'est M. Chirac qui a eu cette idée lumineuse. Il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit maintenant, le fait de coupler l'élection présidentielle et l'Assemblée, on a fait des députés qui ne servent plus à rien. Ils sont aux ordres. Le président dit, je fais. Et quand vous avez dit tout à l'heure... Je ne vous cache pas qu'il nous reste qu'une minute. Donc je termine juste ça. Je termine juste ça. Parce que c'est important. Les gens, ils le prennent comme ça. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit, du fait de plus se sentir représenté par les députés, les sénateurs, ils ne vous connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Il y en a peu qui vous connaissent. Nous, on voit le député. Et les députés, on voit des gens qui obéissent. On a un président de la République qui se prend pour Louis XIV. C'est clair. Vous avez parlé de monarchie tout à l'heure. Oui. Vous partagez cette impression de monarchie présidentielle, pourrait-on dire ?
en tout cas, faire venir les citoyens et les interpeller sur des décisions. Il y a une très forte demande aujourd'hui des citoyens de participer davantage à la vie politique. Ah oui, clairement, Macron voit... C'est à ça qu'aura servi le grand débat. Ça, c'est très bien. Et vous pensez que c'est spécifique à Macron ou que les précédents aussi? Mais ça fait plaisir d'ailleurs, parce que du coup, parfois on parle souvent du taux d'abstention aux élections, mais d'avoir ce mouvement, cette envie, ce désir de partager davantage avec les élus, moi je trouve ça, il faut répondre à tout ça. Chez Macron et Sarko, spécifique à notre modèle institutionnel, donc toi tu dis que c'est plus de tous, oui pour les précédents aussi. Et c'est aussi à l'origine de Sarkozy était pareil, Hollande moins. Ce soir sur Public Sénat. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, j'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi. Dialogue citoyen touche à sa fin, mais c'est pas tout à fait fini. Pas tout à fait, on va retrouver on écoute. dernière fois Hugo Travers. Rebonsoir Hugo, vous allez nous faire un bilan, un récapitulatif de toutes les réactions de nos internautes ce soir. Oui, bonsoir. Pour la dernière fois, effectivement, il y a eu encore de nombreux échanges sur la question du grand débat. C'est ce qui est revenu le plus souvent. Est-ce que le grand débat vous a amené à vous intéresser davantage à la vie politique? Il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu quelques oui, mais il y a eu une grande majorité de non, notamment, on le disait tout à l'heure, du fait du manque de confiance dans la suite de ce débat. Alors maintenant, que faire? C'est aussi une question qui a été posée. Hugo le plus beau, non mais voyons. Certains, ce qui manque, c'est notamment X. Et la régie alors? Sur le chat en ligne qui dit ça. Lui, il dit, ce qui manque, c'est plus de cours d'éducation civique à l'école, liés à l'actualité, à la politique. C'est la première fois sur Acropolis, c'était déjà sur Public Sénat. Et puis il y a aussi autre chose, quelque chose qui est assez intéressant et sympa pour nous, c'est que les émissions comme ce soir peuvent aussi permettre de donner la parole aux jeunes au sein de ces émissions et de pouvoir discuter avec d'autres citoyens, avec des sénateurs. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu et qui fait assez plaisir. Donc il vous remercie d'avoir participé à cette émission et puis on se dit à très vite. Merci à tous. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission. En tout cas, le grand débat, ça a l'air d'être une manne pour Hugo et Acropolis. Bah, tu sais bien qu'on est à la botte du pouvoir, Usul, bien évidemment. On est des youtubeurs spécialisés dans la communication présidentielle. Et l'invité sera François Drugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. Et nous parlerons bien sûr, entre autres, de la sortie. Yes, bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. On coupe à quelle heure? On doit couper à quelle heure? Rebonjour François. Bonjour, je peux plus faire de blagues pendant l'émission, je suis désolé. Oui, il doit se retenir. Alors, on va couper. Ce qui va se passer, c'est qu'on va couper là pendant 10-5 minutes, voilà, 5-10 minutes, juste le temps de débriefer. On va ensuite couper. Il n'y aura pas de transition en fait, parce qu'on va accueillir un invité qui sera là du coup à 20h. Un invité qui est arrivé de nulle part. Je te laisse, si tu l'as, je sais plus si tu l'as sous la main ou pas. Je l'ai, alors attends, il faut que je retrouve la bonne discussion. Paf, vas-y, termine. Je te le remets, c'est hop, clac. C'est Jean-Philippe Tanguy, le numéro 3 de la liste Debout la France. C'est ça, voilà, donc on a réussi à obtenir quelqu'un de la liste Debout la France. Voilà, ce sera à 20h avec Adrien. Alors pour rappel, ne vous énervez pas, Adrien cherche à obtenir des gens de chacune des listes à l'élection européenne. Donc ne hurlez pas tout de suite, on est des youtubeurs de droite et on fait la promo de Debout la France. On essaye Adrien essaye d'accueillir tout le monde. Après, tout le monde ne répond pas, ça c'est un autre problème. Mais voilà. Je te laisse terminer, pardon. Voilà, donc on recevra un invité à 20h et après on fera 1 heure d'interview. Il sera en roue libre, Adrien. Il posera vos questions à vous, évidemment. Vous pourrez poser des questions dans le chat. Adrien en roue libre, c'est... Et voilà, je te laisse débriefer du coup l'émission. Ouais. Alors c'était intéressant, ça a discuté. J'espère que ça vous a plu. On essaie de faire remonter vos avis. Évidemment, on peut pas... Hugo ne peut pas répéter exactement tout ce que vous avez dit sur le chat. Il y a bien trop de commentaires. C'est quand même triste de devoir se justifier de ne pas être de droite aujourd'hui. Mais c'est pas ça on se justifie pas d'être de droite ou de gauche. Surtout quand on vous a dit, vous connaissez nos parcours politiques, on vous le répète régulièrement. Donc voilà. Sachant qu'on les a aussi accusés pour le grand débatton d'avoir fait de la propagande pour les REM. Donc c'est-à-dire qu'en fait, dans tous les côtés en fait. C'est ça le truc, c'est que on nous accuse de faire de la propagande en marge, de faire de la propagande de droite, de faire de la propagande de gauche. Donc que vous dire donc voilà. Et interview avec un mec de Debout la France, vous êtes candidat à ce point-là, les mecs. Eh bien, je t'invite à poser ta question, Charles Maurice, à Adrien et à Jean-Philippe Tanguy quand il sera là. Ce n'est pas mon émission, donc je ne peux pas te répondre. Mais donc voilà, on espère que ça vous a plu. On a essayé de faire remonter. C'est bien les critiques, ça permet un peu de remise en question. Tout à fait. Tout à fait. Et on se remet en question souvent. Surtout François qui fait quand même des émissions assez déplorables. Effectivement. Non mais voilà, on essaye de... En fait, pour rappel, on a des parcours politiques les uns et les autres, qu'on ne vous cache pas. Moi, j'ai été engagé à gauche... Jean a été engagé à gauche, mais selon moi moins à gauche. Adrien est clairement de droite. Adrien était chez ELV, donc il est très clairement de droite. Et
Sylvain était au Modem, si je me trompe pas, ou à l'UDI au Modem. Centre. Enfin, Modem, pardon. Ouais. Et donc on vous cache pas nos parcours politiques. Maintenant, ce qu'on vous dit très clairement, c'est que on vous promet pas une neutralité parfaite parce que de fait, ça n'existe pas. Ce qu'on vous promet, c'est d'essayer de vous informer de manière honnête, intellectuellement honnête sur les sujets. Je suis pas là pour vous vendre la soupe du parti auquel j'ai appartenu. On est trop notre rôle dans Dungeons & Dragons. Je suis pas là pour vous vendre la soupe de gauche. Si vous voulez, ou de droite, ou machin, si vous voulez entendre un discours de gauche, il y a plein de gens qui le font. Si vous voulez entendre un discours de droite, il y a plein de gens qui le font. Il y en a qui le font plus ou moins bien. Usul le fait notamment, puisqu'il est en ce moment sur le chat. Donc vous pouvez aller les écouter. Et voilà, nous on est là pour essayer surtout d'éclairer les débats, et pour que quand il y a des termes techniques, on soit là pour dire alors ça veut dire ça. Pour quand il y a un rappel à une actualité, essayer de vous dire alors l'actualité en question, si vous l'avez raté, c'était ça. On essaie de vous intéresser surtout à la vie politique plus qu'autre chose, mais on n'est même pas là pour vous dire encartez-vous dans un parti ou un autre. Si vous le faites, très bien. Si vous le faites pas, c'est votre choix. On est juste là pour vous faire participer à la vie démocratique de ce pays. C'est tout ce qu'on espère. C'est notre seule ambition. Hashtag abonnez-vous. Donc voilà. Pour revenir un peu sur cette émission, on espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, des retours à nous faire, rencardez-vous, rencardez tous. Si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas, c'est le moment. On a encore quelques minutes où on peut rester à discuter ensemble. C'était plutôt plus clairement un retour d'expérience d'une certaine manière sur le grand débat et comment les citoyens ont vécu ce grand débat, plus qu'une discussion de fond sur les orientations politiques du gouvernement ou celles que les citoyens voudraient prendre, etc. Il y a eu un peu, mais voilà. Et sur ce retour d'expérience, je vais vous dire mon sentiment à la suite de cette émission, et vous me dites si vous partagez ce sentiment ou pas. Moi, mon sentiment, c'est que, à part 2 personnes parmi les citoyens, alors attendez, je vais retrouver leur nom, à part Dominique Dumeau, qui était donc le maire, le président de l'association des maires ruraux de la Sarthe, qui était donc sur le dernier plateau, et à part Théo Poulard, qui était le jeune boulanger qui était sur le 2e plateau, à part eux deux, la plupart des autres citoyens ont quand même l'air d'être assez déçus du grand débat, de son déroulement. Le sentiment que c'était plutôt un enfumage, que le questionnaire était fermé. Une remarque que j'ai trouvée assez intéressante, moi, de la part de Joseph Antonin, le retraité un peu bourru, qui était sur le 3e plateau, qui disait participer au grand débat, aux réunions, très peu pour lui, parce que refaire le monde, et il s'en fout, quoi. Il a 62 ans, donc refaire le monde, ça fait 60 ans qu'il le fait, il connaît. En revanche, les cahiers de doléances, ça c'est du concret, c'est écrit noir sur blanc, et ça il aime bien. C'est comme il l'a dit lui-même, c'est encadré, c'est pas c'est pas une discussion autour d'une bière avec des copains, quoi. Et voilà, donc du coup, quand même, des retours plutôt négatifs, j'ai l'impression, de ce grand débat. Dites-moi si vous partagez ou pas ce sentiment. Chronométrage un peu contraignant, effectivement, Perceval aussi. Après, évidemment, vous savez, c'est les formats télé qui forcément sont... voilà. Et un autre retour quand même, qui est cette volonté des citoyens, évidemment d'être entendus, mais aussi de pouvoir dialoguer avec leurs élus. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, c'est un peu pour ça que Public Sénat, qu'on fait l'émission de ce soir, et c'est un peu pour ça que Public Sénat fait ce genre d'émission aussi. Mais comme tu dis, RJ6 Coach, ça amène à une question qui pourrait être intéressante à discuter, c'est est-ce qu'on a besoin de débattre avec nos représentants? Est-ce que la démocratie représentative aussi, c'est pas simplement dire je délègue mon pouvoir de décider à des représentants? Ça amène aussi à des discussions sur les fonctionnements de la démocratie, des discussions qui pourraient être très intéressantes, mais que malheureusement on ne va pas avoir le temps de traiter ce soir, vous le savez bien. Mais voilà, dites-moi si vous partagez un peu ce sentiment-là, qui est plutôt un sentiment de déception, voire de défiance à l'égard du grand débat. Et un autre truc aussi, qui est, alors moins sur le dernier plateau, mais j'ai l'impression que les citoyens qui étaient présents sur le plateau, et un truc que vous partagez un peu dans le chat, j'ai l'impression aussi, dites-moi si je me trompe, qui est que les gens avaient l'air de dire que ça risque de pas infléchir la politique du gouvernement. À vérifier le jour où
ou le rapport final, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ou peut-être l'allocation finale suite au grand débat, pardon. L'allocation finale suite au terme de ce grand débat par Macron, par le gouvernement, je ne sais pas, on verra ça en temps venu, mais qu'a priori, peu de gens ont l'air de s'attendre à ce que ça infléchisse les axes politiques pris par ce gouvernement. Voilà, dites-moi si vous partagez ce constat ou pas. Moi, c'est le constat que j'ai cru pouvoir faire des retours des citoyens sur cette émission et de vos retours sur le chat. Je vous ai compris, tu as tout à fait résumé, Buzzy Elephant, tu as résumé en 4 mots, historiques, le voilà, le sentiment de ce grand débat. Moi je trouve que le grand débat c'était bien que Macron est à l'écoute, nous dit Usul, eh bien Usul, on prend ton commentaire, c'est remonté. Je dirais qu'il y a délégation et délégation, mais je partage le même constat que moi en l'occurrence. J'attends de voir la finalité de ce grand débat, mais je suis sceptique. Alors j'ai AFK, mais j'ai peut-être loupé l'impôt. The lapsus. Loupé l'info, mais Dialogue Citoyen, ça revient quand? J'ai plutôt bien aimé le format de l'émission. Alors déjà, ravi que ça t'ait plu. Merci Nozelia pour ce retour. Dialogue Citoyen, ça revient quand? Eh bien, je ne sais pas, je ne saurais pas te répondre, mais c'est Caporal Sang, je crois, qui posait la question tout à l'heure. Je ne sais pas quand on revient Dialogue Citoyen. Maintenant, nous, on aimerait refaire ce genre de format avec Public Sénat parce que eh bien, ça fait parler des citoyens et ça, on aime bien, nous, chez Acropolis. Donc voilà, maintenant je ne saurais pas vous dire quand est la prochaine fois et ni si la prochaine fois se fera avec Acropolis. A priori, ils nous aiment bien et ils sont satisfaits des débats que ça fait émerger. Donc il y a des chances que ça se fasse, mais je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà, en tout cas, nous on espère que ce format vous plaît. Et je pense d'ailleurs que ça a même vocation à continuer, même après la fin du grand débat national, ce genre d'échange entre les élus et les citoyens. Tout à fait, pour répondre un peu à la question que tu posais, Usul, quand tu es arrivé. Effectivement, les discussions du grand débat sont terminées. Maintenant, je pense que Public Sénat, eux, veulent toucher un public plus jeune. C'est pour ça aussi qu'ils passent par nous. Ils veulent toucher un public plus jeune et ils veulent faire émerger du débat. Ils savent que la légitimité du Sénat est régulièrement remise en cause parce que c'est une chambre qui a un statut assez particulier, etc. Alors, comme l'a dit l'un des intervenants, même si le Sénat a un peu redoré son blason avec l'affaire Benalla, Public Sénat sait que le Sénat est régulièrement remis en cause. Donc voilà, donc forcément, s'ils peuvent toucher des citoyens et les faire débattre avec des élus et aussi amener des élus devant des citoyens pour qu'ils puissent entendre un peu la parole de citoyens, je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, on est de la propagande de Public Sénat. Écoutez, nous, si on est de la propagande de la démocratie, qu'on permet de faire discuter des gens avec d'autres gens, nous, ça nous va. Nous, on est notre seule vocation, c'est la démocratie chez Acropolis. Voilà, j'en profite pour remercier les bénévoles. Alors, je ne sais pas qui a participé aux fiches. Perceval, mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, donc je ne suis pas effectivement, sûr. Perceval, sûr et certain, mais je ne sais pas qui d'autre a participé aux fiches. Mais donc, un grand merci aux bénévoles qui m'ont fait les fiches, parce que finalement, j'ai pas eu le temps de les faire, qui m'ont fait les fiches pour cette émission. Fiches attendez, on va vous partager le lien des fiches de ce soir si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur... alors bon, les fiches sont éditables, on vous invite à ne pas les éditer. Mais plus d'infos sur les sénateurs et les citoyens qui ont participé ce soir. Mais donc un grand merci aux bénévoles. Il y a aussi les fiches des... Alors attendez, on va enlever ces fiches-là parce que ça n'a rien à voir. Et il y a les fiches des sénateurs de la dernière fois, du dernier dialogue citoyen. Bon, le document n'est pas complètement... c'est un document qu'on a repris des QAG, donc vous verrez, c'est un peu un mélange de tout et n'importe quoi, mais voilà. Donc un grand merci aux bénévoles, un merci à Perceval, un merci à je ne sais pas qui d'autre, peut-être Arthurus, peut-être Kylian, un merci à Hugo d'ailleurs qui était sur place, et on espère que ces remontées vous ont plu. Un grand merci à vous d'avoir suivi, et je vais conclure cette émission en vous disant de rester branchés sur Acropolis, puisque d'ici 20 minutes, c'est ça ? C'est ça. D'ici 20 minutes, Adrien recevra Jean-Philippe Tanguy de la liste Debout la France. C'est le début des interviews avec les candidats à l'élection européenne. Série d'interviews que fera Adrien tous les jeudis dans son émission quand on aura et l'Europe Bordel. À chaque fois qu'on arrive à avoir des invités. Pas toujours sûr d'en avoir un, malheureusement. Mais du coup, n'hésitez pas à faire pression sur... les élus que vous voulez entendre, n'hésitez pas, je ne sais pas, sur Twitter, sur Facebook ou en permanence, à aller leur dire, répondez à Acropolis et allez sur Acropolis, puisqu'on vous permet de dialoguer en direct avec eux. Enfin, en tout cas, c'est notre vocation. Donc voilà, un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez branchés pendant 19 minutes. Allez manger un coup,
Un petit pipi. De quoi? Un petit pipi, comme un petit pipi, exactement. Et retrouvez-nous d'ici 19 minutes sur Acropolis avec Adrien. Quant à moi, je vous dis peut-être à mardi, peut-être à mercredi, parce que c'est pas sûr que ce sera moi qui assurerai l'une des émissions la semaine prochaine. Mais en tout cas, mardi 14h30, question d'actualité au gouvernement comme d'habitude. Peut-être avec moi, peut-être pas, on verra. Mais je vous dis en tout cas à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse. Et voilà, j'espère que j'ai pas oublié d'annonce. Je ne sais pas. Normalement non. On ne la rappellera pas en leur bordel si. S'il faut. Voilà. Je vous embrasse. Merci à tous. Bisous.